vos initiatives citoyennes, à ces temps de rencontre, aussi à des temps où on vient échanger, où on vient faire des ateliers, où on vient danser aussi. Tout est possible ici. Les temps de rencontre sont nombreux et on est très content d'ouvrir cette année 2024 avec ce nouveau rendez-vous à penser. Vous trouverez également dans la saison, avant d'y venir tout de suite, d'autres rendez-vous qui sont annoncés dans les petits programmes bimestriels que nous avons. Et j'avais envie, avant de commencer, simplement d'attirer votre attention sur le festival Cinébala qui commence ce week-end et aussi faire le lien avec votre venue avec le film The Forest Maker, qui est un film qui parle justement d'environnement, du désert et comment le désert peut être une source de vie justement. Un très très beau film qui est projeté ce week-end, jamais projeté encore dans la région, donc c'est l'occasion de le découvrir. Merci beaucoup Dominique pour cette proposition. On compte plus nos rendez-vous. Ça y est, on est lancé. La saison se poursuit. Un rendez-vous par mois, tu vas annoncer les prochains. Et bienvenue Nabil, on est vraiment très très content de vous avoir avec nous pour ce premier rendez-vous de l'année. Merci d'avoir fait la route jusqu'à Chambéry, on est très heureux de vous entendre. Petite précision, vous savez que ce rendez-vous est filmé et reprojeté en direct. Vous pouvez aussi le partager après avec des amis ou le revoir si vous avez envie. Sur notre chaîne YouTube, il sera projeté. Et puis aussi remercier chaleureusement, comme d'habitude, la librairie Garin, qui est toujours présente et qui est disponible à la fin de cette rencontre, de ce rendez-vous, pour un petit moment de dédicace. Merci beaucoup. Voilà. Dominique, c'est à toi. Oui, merci Emmanuel. Merci donc à la Scène nationale Malraux et à la base de nous accueillir. Maintenant, tous les mois, on essaye d'être régulier. Merci à Nabil d'avoir spontanément accepté cette invitation. Je sais que son éditeur m'a dit « Ne t'inquiète pas, Nabil sera content, il va venir ». Merci à Justine de l'agence Iridium d'assurer la... Alors, c'est la modération, c'est l'animation. Je préfère l'animation que la modération. Il y a un petit moment qu'on n'avait pas vu Justine, d'ailleurs, dans nos rendez-vous à penser. Hein. Ça date de quelques mois maintenant. Voilà, donc on renoue avec la tradition initiale, puisqu'on avait commencé avec elle. Je vais tout de suite parler de la suite avant de parler de la soirée. Donc le prochain rendez-vous à penser, on n'en fera pas un en février parce que les vacances scolaires ne s'y prêtent pas trop. Par contre, votre prochain rendez-vous, ce sera le 20 mars, ici bien sûr, et nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-François Delfrécy, qui est aujourd'hui président du comité d'éthique et qui a été président du comité scientifique pendant la période de Covid. Là, l'animation sera faite par Denis Lafay, puisqu'ils ont coécrit un livre sur l'expérience Covid, c'est l'expérience d'un médecin sur le système de santé français. Et là, Jean-François Delfrécy pourra parler sans barrière, sans limite. Il va vraiment vous faire vivre ce qui s'est passé pendant la période Covid, pourquoi, comment ont été prises les décisions, ont-elles été bonnes. Il reconnaît lui-même que toutes n'ont pas été bonnes, mais il ne savait pas à l'époque. Donc ça va être un rendez-vous à penser extrêmement passionnant. Et d'ores et déjà, on a déjà calé celui du 2 avril. Le 2 avril, nous accueillerons Florent Forestier. Il s'avère que par hasard, le 2 avril, c'est la journée de l'autisme. Et Florent Forestier est un autiste qui a écrit 2 ouvrages, un homme remarquable, qui va expliquer sa différence et cette relation, la différence. Voilà, puis on travaille déjà pour la suite, on a encore quelques idées. Alors pour ce soir, non, ce n'est pas mon discours, hein, je vous rassure, hein, ce n'est pas mon discours, simplement... Je suis tombé sur un éditorial du journal Les Échos de vendredi 19 janvier. Et cet éditorial est écrit par une personne qui s'appelle Ludovic Subran et qui est chef économiste du groupe Allianz, Allianz les assureurs. Je vous cite le titre. « La moitié des personnes très préoccupées par les enjeux climatiques ne les connaissent pas ou peu. » Il y a 2 ans, notre première étude sur la culture climatique révélait un déficit alarmant de compréhension malgré l'attention des médias, les campagnes de sensibilisation et les mouvements sociaux. Les personnes bien informées sur le climat sont 4 fois plus susceptibles de s'engager dans des actions d'atténuation. Face à l'ampleur et la complexité du problème, il est impératif de lancer de grandes campagnes de communication et d'information sur le climat pour ne pas priver la population de ses droits à une information claire et efficace. Si vous demandez pourquoi Nabil est là ce soir,
Vous avez la réponse, les échos avaient devancé mon intervention. Merci Nabil, et bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, donc bienvenue. Moi je suis ravie d'être avec vous pour ce premier rendez-vous à penser de l'année. Je suis ravie de partager ce moment avec Nabil Wakim. Bonsoir Nabil. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous à Chambéry. Vous avez l'habitude, pour ceux qui viennent régulièrement, d'un format un peu classique où d'abord on se pose des questions et après vous posez vos questions et il n'y a pas beaucoup de temps. C'est le début de l'année. Et pour ne pas s'ennuyer, l'idée c'est de faire différemment. Donc on va commencer avec une introduction avec Nabil. Et après, ce qui va se passer, c'est que c'est vous qui allez décider des sujets qui vont être abordés. Et je vous expliquerai dans quelques minutes comment. Ça vous va ? Top. Bon, on va commencer avec toi, Nabil. D'abord, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Je te laisse te débrouiller. Donc, je m'appelle Nabil Wakim, je suis journaliste au Monde depuis 20 ans cette année. Et j'ai fait diverses choses dans la rédaction du Monde. J'étais journaliste politique pendant longtemps, puis j'ai été rédacteur en chef du site internet. Et depuis plusieurs années, je m'intéresse beaucoup aux questions d'énergie et de climat. Donc j'ai été journaliste à la rubrique économie sur les questions énergétiques. Et puis, après plusieurs années d'avoir fait ça, à la naissance de mon fils, mon deuxième enfant, j'ai pris un long congé parental, ce qui m'a laissé du temps pour réfléchir et aussi changer des couches. Je me suis dit, en fait, on a quand même un problème, c'est qu'on n'arrive pas bien à raconter la question climatique parce que nous, une rédaction comme Le Monde, chacun fait son truc. Il y a une personne qui est chargée de l'énergie, une personne qui est chargée de l'automobile, au service politique, chacun couvre un parti, au service société, chacun couvre une grande question de société. Mais en fait, la crise climatique, le problème, c'est que c'est une question qui est transversale et qui, en fait, concerne tous les champs journalistiques parce qu'elle concerne tous les champs de la société, de l'économie, de la politique, de la culture, du monde dans lequel on vit. Et donc, revenant un peu de congé parental avec cette idée, j'ai proposé de lancer un podcast qui s'appelle Chaleur humaine, qui soit une vision un peu transversale. Voilà, la manière dont on le présentait, c'était de dire, la transition, c'est comme un énorme gâteau, et donc on va le découper en parts, et on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas indigeste. Voilà, d'essayer de faire en sorte que chacun des morceaux, on puisse l'expliquer, le comprendre, et essayer aussi de se poser la question de comment on fait. On a face à nous un problème existentiel, littéralement existentiel, puisque ce qui est menacé dans la crise climatique, ce n'est pas la planète, comme on le dit parfois de manière impropre, y compris nous-mêmes les médias, mais c'est plutôt nous, l'humanité, dans notre capacité à vivre sur une planète vivable. Et donc comme tout ça est assez préoccupant et potentiellement assez déprimant, l'idée c'était de se dire, on va essayer de lancer quelque chose où on essaye de répondre, dans la mesure du possible, aux questions que ça suscite. Donc Chaleur humaine, c'est un podcast, mais c'est aussi une newsletter. Et aujourd'hui, c'est un livre que vous retrouvez donc avec la librairie Garin. Pourquoi il y a toute cette démarche et pourquoi c'est arrivé jusqu'au livre ? En fait, l'idée de base, c'était de dire, c'est vraiment parti d'abord du fond plutôt que partir du format. C'était de dire, c'est super compliqué, c'est plein de sujets techniques. Les expertes et les experts qui connaissent très bien ces questions ne sont pas toujours des gens faciles d'accès. Il y en a bien sûr, mais il y a aussi des gens qui sont très pointus et c'est très bien et on a besoin de scientifiques et d'experts et d'expertes qui soient très pointus. Mais bon, voilà. Et donc, il faut arriver à faire de la vulgarisation à partir de ça. Et donc, l'idée du podcast est venue assez vite en disant, on va faire des longs entretiens avec des gens et on va essayer de rendre ça le plus compréhensible possible. Donc ça, c'était la mission 1. Et quand on a commencé à diffuser le podcast, plein de gens ont commencé à écrire en disant moi j'ai entendu, mais du coup je me pose telle question, et puis ça vous n'avez pas répondu à ça, et puis ça c'était nul parce que vous n'avez pas dit que tel truc, tout ça. Et là je me suis dit mais comment je vais faire pour répondre à toutes ces questions-là ? Et la newsletter, qui est une lettre hebdomadaire envoyée tous les mardis, essaye plutôt de faire ce travail-là, c'est-à-dire de prendre des questions qui sont envoyées par les auditrices et les auditeurs, qui peuvent être des questions d'ordre très différent, du style mais est-ce que je sais pas quoi, c'est quoi le bilan carbone de mon sapin de Noël ? Est-ce qu'on peut faire la transition sans éolienne ? C'est quoi les métiers qui vont être impactés par le réchauffement climatique ? N'importe quoi, tant que nous, de notre côté, on arrive à avoir la réponse, et on essaye d'y répondre. Et donc, il y a une forme de complémentarité entre les deux. Les entretiens du podcast, c'est des entretiens très approfondis dans lesquels on essaye un peu étape par étape de prendre un sujet. Prenons l'agriculture, par exemple. On dit, quel est le problème aujourd'hui ? Pourquoi il y a tant d'émissions de gaz à effet de serre qui viennent du monde agricole ? Quels sont les obstacles à ce qu'on change ? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Donc, l'idée, c'est un peu toujours ce même processus-là avec les invités, c'est d'essayer d'aller de,
comprendre la nature du problème aujourd'hui, comprendre les ordres de grandeur aussi, à quel point c'est important, à quel point c'est pas important, sur quoi il faut vraiment s'arrêter, et puis essayer de terminer en disant voilà les orientations possibles, aussi bien au niveau des politiques publiques, des individus, des entreprises, voilà qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Donc ça, c'est le rôle que joue le podcast, et la newsletter joue plus le rôle de ce jeu de ping-pong, de questions-réponses avec les auditrices et les auditeurs. Et puis, bon, bah, il y a plein de gens qui commencent à écrire en disant, mais moi, ça a l'air super votre truc de podcast, mais moi, j'écoute pas, hein. Je lis des trucs, mais par contre, j'écoute rien. Donc on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'il faut qu'on publie des retranscriptions. Puis en fait, bon, on l'a pas fait spontanément. Et puis l'été 2022, qui était un été très chaud, pendant que j'étais en vacances sur une plage normande avec mes enfants, le directeur du journal m'appelle, il me dit, dis donc, ton truc de podcast, là, on aurait quand même assez besoin, parce que là, il fait très chaud, et les gens commencent à comprendre ce que c'est le réchauffement climatique, et donc on s'est dit, bon, bah, on va essayer de publier 5 épisodes sous forme de questions-réponses. Alors évidemment, un épisode de Chaleur Humaine, ça dure entre 45 minutes et 1 heure, donc en version texte, ça fait déjà un petit bouquin, donc c'est des versions qui sont réduites. Et on s'est rendu compte que ça marchait très bien, et surtout que ça touchait un autre public, c'est-à-dire les gens qui lisent des articles dans Le Monde, bah, c'est pas forcément les mêmes qui écoutent un podcast. Et donc de là est née l'idée de se dire, mais en fait, on pourrait aussi bien en faire un bouquin, et donc on a allé discuter avec Le Seuil, et on a coédité entre Le Monde et Le Seuil une version rééditée de ces entretiens, avec l'idée de dire, parce que ça venait aussi beaucoup de courriers envoyés par des auditrices et des auditeurs, de dire, ah mais il y a plein de chiffres dans votre truc, j'ai pas le temps de les noter, je suis obligé de m'arrêter en voiture pour prendre des notes sur mon téléphone et tout, ça va pas. Donc on s'est dit, bon, on veut pas que les gens aient des accidents de voiture ou qu'ils se coupent en faisant la cuisine pendant qu'ils écoutent le podcast, ça ferait mauvais genre. Et donc il y avait l'idée finalement que ce livre-là, il serve d'une certaine manière de petit catalogue, de petite bibliothèque qui touche différents thèmes et qui part toujours un peu du même principe, c'est-à-dire l'idée qu'on a ce problème très important devant nous, qu'il y a des options qui peuvent être différentes pour arriver à résoudre ces problèmes-là, qu'elles ne sont pas forcément consensuelles, qu'elles nécessitent aussi du débat démocratique, et donc que quelque part, en lisant les différents entretiens de ce livre, ben, on ait une sorte de vision un peu transversale d'un certain nombre de problèmes, pas tous malheureusement, parce qu'on s'est rendu compte que on ne pouvait pas en mettre beaucoup plus que 18, sinon ça faisait un livre qui faisait c'est beaucoup trop gros. Donc voilà, on a dû sélectionner un certain nombre d'entretiens, mais voilà, c'est né, pardon, c'est très long mon explication, mais tout ça pour dire que c'est né de cette idée-là et que ça a atterri dans ce livre qui est donc sorti au mois d'octobre. Donc toi, ton job, c'est de rendre les choses compréhensibles et d'interviewer donc des personnes, de tendre le micro à des personnes sur un certain nombre de sujets. Ce que tu m'as expliqué aussi, c'est que finalement, parfois sur une même thématique, tu vas pouvoir interviewer plusieurs personnes, et c'est là où en fait tu as une posture un peu particulière qui n'est pas vraiment celle d'expert, mais plutôt d'éclairage, d'un débat sur des sujets thématiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles ? En fait, évidemment, moi, je ne suis pas expert. Alors, j'ai travaillé plus sur les questions énergétiques, donc des fois, je suis présenté comme expert, mais c'est faux, je ne suis pas du tout scientifique. D'ailleurs, je suis nul en sciences. Et d'une certaine manière, nous, journalistes, on n'est pas des experts. On est des passeurs, on est des vulgarisateurs pour essayer de travailler avec celles et ceux qui produisent de la connaissance et rendre ça accessible au plus grand nombre. Et donc, l'idée de Chaleur Humaine, c'était d'abord de faire ça. Donc il y a deux aspects à ça. Le premier, c'est qu'il y a évidemment, comme je le disais tout à l'heure, sur beaucoup de ces sujets, il n'y a pas forcément de consensus. Il y a des faits scientifiques, bon, bah ça, qu'aujourd'hui ne sont plus contestables. Le réchauffement climatique est là, il est causé par l'activité humaine et par la combustion des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. Voilà, bon, ça, c'est plus contestable aujourd'hui par personne de sérieux. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour sortir des énergies fossiles et transformer complètement nos économies et notre société ? En fait, il y a des chemins différents qui existent. Et donc l'idée, c'est aussi de dire, on invite des gens qui ont des idées, qui peuvent défendre aussi tel ou tel point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément l'adopter, c'est plutôt l'idée de jouer le rôle à la fois de vulgarisateur et un peu d'agitateur d'idées, de faire en sorte que tout ça participe au débat et que celles et ceux qui écoutent le podcast ou qui lisent le livre ressortent avec de la matière grise, aussi des éléments pour discuter à la machine à café, dans les repas de Noël, avec leurs collègues de travail ou peu importe, ou dans leur association ou ici à Livre en Marche à Chambéry. Et donc voilà, il y a un peu ce travail-là. Et puis on a rajouté une couche là-dedans. J'ai rajouté une couche là-dedans qui est une forme d'incarnation, c'est-à-dire que ça part de questions que très souvent je me pose moi. Et je les pose en tant que telles. Je dis, moi j'ai une chaudière à gaz chez moi, et en fait je sais que le gaz ça émet, ça contribue au changement climatique, et moi j'écris dans ma cuisine des articles pour dire qu'il faut se débarrasser des énergies fossiles, et derrière moi il y a ma chaudière à gaz, elle fait frouch, frouch,
Frucci. Elle me rappelle à chaque fois que moi aussi, en fait, en ce moment, je suis en train de participer au changement climatique. Elle a un nom, hein, ta chaudière. Ouais, parfois en rigolant, je l'appelle Dark Gazer parce que il faut bien, il faut bien quand même aussi parfois relativiser. Et donc, ça m'a amené à toute une réflexion sur, bah d'accord, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Est-ce que moi, si je change ma chaudière à gaz, ça pèse combien? De combien ça contribue à la bataille climatique? Et donc ça a amené en partie à un épisode avec une sociologue qui s'appelle Sophie Dubuisson-Kellier, qui est un des épisodes les plus écoutés du podcast, qu'on retrouve aussi dans le livre, sur est-ce que les petits gestes, ils peuvent... alors, on utilisait de manière ailleurs assez impropre l'expression est-ce que les petits gestes peuvent sauver la planète? Sa réponse était doublement non. Elle disait il ne s'agit pas de sauver la planète, bon ça on a déjà dit, mais surtout il est évident que ça ne suffira pas pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Déjà aux questions qu'on va te poser après, s'il te plaît. Et donc l'idée c'était aussi une forme d'incarnation sincère, de dire moi je suis journaliste, je connais un certain nombre de ces sujets-là, mais aussi je suis citoyen et je me pose un certain nombre de questions sur lesquelles j'ai pas de réponse. Est-ce que le nucléaire c'est bien ou c'est mal dans la transition? Est-ce que les éoliennes on en a vraiment besoin? Est-ce que la voiture électrique c'est pas une mauvaise direction qu'on est en train de prendre? Est-ce que la sobriété, la décroissance, est-ce que c'est des sujets qu'il faut se poser ou pas se poser? Est-ce que la question des inégalités, fin du monde, fin du mois, c'est si important que ça? À quelle vitesse on peut faire les choses? Dans quel ordre il faut les faire? Est-ce qu'il faut planifier? Est-ce qu'il ne faut pas planifier? Comment s'adapter à ce qui est en train de nous arriver? Toutes ces questions, quand on commence à s'intéresser au sujet, elles nous envahissent un peu, parfois elles nous étouffent, y compris moi personnellement. Et donc l'idée c'était aussi de se dire, voilà, en fait je vais me poser, je vais dire, voilà, en fait c'est des questions que moi je me pose. Et donc ce livre, tout comme le podcast, c'est aussi une forme de cheminement personnel. Au fur et à mesure que j'invite des gens, ils ouvrent des portes, d'autres portes, et puis les suivants ouvrent d'autres portes, et à chaque fois, du coup, ça permet de se dire, voilà, il y a tel sujet dont j'ai pas eu l'occasion de parler, donc allons-y. Donc voilà, c'est un peu aussi une construction en escalier, en se disant, voilà, progressivement, on essaye d'approfondir, tout en gardant cette idée de catalogue, et de dire, voilà, du coup, on aborde plein de thèmes. Quelqu'un qui veut ouvrir le livre à une page et tomber sur l'agriculture, ou la voiture, ou l'avion, ou la démocratie, en fait, peut décider de rentrer de cette manière-là, de manière tout à fait autonome, et ne lire qu'un bout s'il a envie de lire qu'un bout. Et à chaque fois, on va retrouver du coup un format qui, moi, m'a beaucoup plu, parce que ça commence par la présentation du témoin de la personne que Nabil interviewe. Ça continue avec justement cette vision un peu plus perso sur les questions que tu poses, et il y a beaucoup d'humour, beaucoup de références aussi, j'allais dire, aux quarantenaires actuels, au vu des références utilisées. Toute une partie questions-réponses, donc qui est une petite partie de l'interview que tu as faite réellement et qu'après on peut écouter aussi en podcast. Et puis derrière, il y a une partie aussi sur ce que tu retiens, ce qui te paraît pertinent. Et là, tu vas aussi à dire, il y a des choses peut-être sur lesquelles ça m'interroge, voilà tel sentiment. Et tu fais des parallèles, et c'est aussi ça qui va nous intéresser ce soir. On ne va pas pouvoir regarder les 18 réponses à la menace climatique qu'on a dans le bouquin. Donc, si vous voulez aller voir, le bouquin est là. Ça dépend, vous avez jusqu'à quelle heure? Je vous laisserai. En revanche, l'idée, c'est que plutôt que nous choisir en amont des sujets, on voudrait vous laisser choisir. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas de smartphone sur eux? Vous allez copier sur votre voisin, du coup. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que derrière moi va apparaître ce truc-là. C'est très simple. C'est très très simple. En fait, votre job, ça va être de voter pour les thématiques qui vont apparaître juste après. Vous allez avoir des thématiques, je crois qu'on les a un peu rangées. Vous allez voter pour une, deux, toutes les thématiques si vous voulez. À la fin de ça, on verra quelles sont les thématiques que vous voulez voir abordées. Okay. Donc pour l'instant, quand vous allez soit faire une photo de ceci, soit rentrer le lien qui est à côté, vous allez arriver sur une page d'attente, et c'est normal, et on va attendre un petit peu pour que les gens aient le temps, tous ceux qui veulent voter, ils aient le temps de le faire. Et puis, quand vous serez sur cette page d'attente, je ferai un petit signe là-haut, et puis vous verrez apparaître un certain nombre de thématiques, et vous allez décider si vous voulez voter pour une, deux, trois, toutes les thématiques. Et on essaiera d'en traiter minimum 3, et si on a le temps, 4. À chaque fois, moi, je poserai une ou deux questions, et après, c'est vous qui poserez des questions sur la thématique en question. Comme ça, vous lui demanderez ce que vous voulez. Voilà l'idée. Et il répondra même à cette question.
Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent encore un petit peu de temps? C'est bon? Donc ça marche, ça marche. Ok. On va passer à celle d'après. Et là, vous avez donc les thématiques. Et vous votez pour une ou plusieurs, c'est vous qui voyez. Quand vous avez fini de voter, vous cliquez sur Valider. Comment s'adapter au changement climatique? Comment parler du climat? Comment rompre avec les énergies fossiles? La technologie va-t-elle nous sauver? Avion, voiture, train, comment se déplacer demain? Alimentation et agriculture, comment produire et consommer autrement? Faut-il faire moins d'enfants pour sauver la planète? Faut-il faire payer les riches? Peut-on sauver la planète avec des petits gestes? Et là, ce qu'on voit apparaître derrière, en fait, c'est vos votes. Est-ce qu'on est bon? Nous en sommes à, en priorité, alimentation et agriculture, comment produire et consommer autrement. Donc on va commencer par ça, ça te va? Moi, j'obéis à la machine, Voilà. à la décision collective, démocratique, Faut-il facilitée par le smartphone. faut-il faire payer les riches? Ok. Et en 3, comment rompre avec les énergies fossiles? Si on a un 4 et qu'on a le temps, ça donnerait 27, 28, 29. Les gestes. Eh bien, c'est parti. Merci à vous. Et donc, on va commencer. Si vous voulez remettre l'autre diapositive, c'est tout bon. On va commencer du coup, Nabil, avec alimentation et agriculture. Comment produire et consommer autrement? Nabil, ma première question, c'est qui est-ce que tu as rencontré sur ce sujet? Alors, d'abord, je dois dire que je ne suis pas surpris que cette question surgisse parce qu'elle nous concerne toutes et tous. Notre manière de manger, de nous nourrir, en fait, ça occupe quand même beaucoup de temps de notre vie. Et par ailleurs, moi, ça me passionne énormément. Je suis lyonnais et libanais, donc en fait, la question de la nourriture est centrale dans ma vie. Mais ce n'était pas un sujet sur lequel j'avais travaillé en tant que journaliste. Comme je le disais, moi, j'étais spécialiste des questions énergétiques et donc je ne connaissais pas très bien la question agricole. Donc j'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet. Un d'abord avec un chercheur qui s'appelle Nicolas Bricasse, qu'on retrouve dans le livre, sur la question de la transformation agricole. Donc il essaye d'expliquer pourquoi on a le système agricole tel qu'on a aujourd'hui, pourquoi notre système agricole est aujourd'hui comme ça, et puis qu'est-ce qu'on peut penser pour le transformer. On a fait aussi un épisode sur la question de la viande et de la consommation de viande, et c'est un sujet sur lequel je pense on va revenir, avec une chercheuse qui s'appelle Karine Barbier, qui est chercheuse à Montpellier et qui, elle, a fait un travail assez colossal sur l'impact carbone de l'alimentation. Donc elle s'est chiffrée précisément, qu'est-ce qui émet quoi et pourquoi dans notre manière de nous nourrir. Et elle a travaillé avec l'ADEME, donc l'Agence de la transition, sur des scénarios qui imaginent notre alimentation en 2050, donc avec plusieurs scénarios différents suivant les chemins de transition que l'on suivrait. Plus récemment, on a fait un épisode qui, du coup, malheureusement, n'est pas dans le livre, avec un professeur au musée d'histoire naturelle qui s'appelle Marc-André Sellos, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle L'origine du monde,
qui en fait parle des sols. Donc lui, il est spécialiste des sols, et à travers la manière dont il raconte comment on a maltraité nos sols d'une certaine manière, il parle aussi profondément de nos pratiques agricoles et des impacts que ça a. Marc-André est venu nous voir en fait. Voilà, et je crois qu'il revient à Livre en Marche en septembre. C'est bien possible, ouais. Enfin, il en est question. Non, c'est ça. Voilà. C'est ça. J'ai pas dit de bêtises. Et donc c'était très intéressant pour moi parce que j'ai appris plusieurs choses dans ces conversations-là. Et d'abord, en termes d'ordre de grandeur, naïvement, moi, je ne pensais pas que l'agriculture, ça pesait autant dans le réchauffement climatique. En France, c'est 20% de nos émissions. Pour vous donner un ordre de grandeur, le transport, c'est 30%, le bâtiment, c'est un peu moins de 20%, l'industrie, c'est moins. Donc en fait, l'agriculture, c'est le deuxième secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre. Donc en fait, c'est très important. Et donc quand on rentre dans le détail, on comprend pourquoi ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et là, il faut le dire peut-être de manière un tout petit peu technique, mais je crois que c'est intéressant de s'y arrêter, c'est qu'en fait, on parle beaucoup du CO2, qui est le principal gaz qu'on émet dans la combustion des énergies fossiles. Mais il n'y a pas que le CO2. L'agriculture émet beaucoup de CO2 parce que, on utilise du pétrole dans les machines agricoles. D'ailleurs, on pourra en rediscuter. Vous voyez qu'un des sujets de mobilisation aujourd'hui même en France et ces derniers jours en Allemagne, c'est un sujet de prix du gazole agricole, donc du prix du pétrole qu'on met dans les machines agricoles. C'est ça qui alimente la colère des agriculteurs, c'est qu'ils ne veulent pas que ça coûte plus cher, ils veulent que ça continue d'être défiscalisé. Donc on consomme beaucoup de pétrole pour produire notre nourriture, évidemment dans les machines agricoles, mais aussi dans le transport aérien notamment, quand on amène des denrées d'autres pays, le transport maritime, tout ça, c'est très important dans le bilan carbone de l'agriculture. Mais il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le méthane, qui est un gaz réchauffant très puissant, 28 fois plus réchauffant que le CO2. Alors il reste moins longtemps dans l'atmosphère, mais il participe très fortement au changement climatique, et le méthane, il est émis de plein de manières différentes, et notamment par l'industrie pétro-gazière, mais il est aussi beaucoup émis par les vaches, par les rots des vaches, qui en fait, quand on a beaucoup de vaches et puis qu'elles produisent beaucoup de rots, en fait, elles contribuent par le fait que ce soit des ruminants au changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer toutes les vaches, mais ça veut dire aussi, ça explique en fait assez clairement pourquoi la viande de bœuf en particulier, elle a un bilan carbone qui est aussi mauvais. Parce qu'en fait, si on ajoute le poids en méthane des ruminants et le CO2 qui est émis par tout ce dont il y a besoin pour l'agriculture, ça fait beaucoup. Le problème, c'est qu'il faut aussi ajouter à ça la déforestation. La première cause de déforestation dans le monde, c'est les terres agricoles. C'est le cas au Brésil, c'est le cas en Asie du Sud-Est, et très souvent, notamment au Brésil et en Amazonie, pour pouvoir produire de l'alimentation pour les animaux. Et donc voilà, c'est ça aussi qui fait que l'élevage, et notamment l'élevage à destination de l'exportation, a un aussi mauvais bilan carbone. Parce qu'en fait, si on a des vaches qui même sont élevées en France, mais qu'elles sont nourries avec du soja qui vient du Brésil, en fait, ça fait un très mauvais bilan carbone. Et en plus, c'est des vaches qui vont émettre beaucoup de méthane, donc ça va pas. Et puis, il y a encore un autre point, et après, promis, j'arrête avec les trucs chimiques, mais il se trouve que l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle utilise beaucoup d'engrais. Et ces engrais, ils ont un double problème. Le premier, c'est qu'ils sont produits à partir d'énergie fossile, à partir de gaz principalement. Et le deuxième, c'est que, en fait, ils émettent aussi du protoxyde d'azote quand ils sont répandus sur les sols. Et ce protoxyde d'azote, il est 250 fois plus réchauffant que le CO2. Et donc, en fait, on a une kyrielle de problèmes qui s'ajoutent et qui font que nos pratiques agricoles sont très émettrices de gaz à effet de serre. Et moi, je ne me rendais pas compte de ça. Et c'est une des principales choses que j'ai retenues, je dirais, de ces entretiens. C'est qu'en fait, on comprend bien que en fait, l'agriculture émet beaucoup et qu'en plus, pour émettre moins, c'est pas facile parce qu'il y a tous ces différents leviers qui sont imbriqués les uns dans les autres qu'il faudrait arriver à détacher, arriver à dénouer. Et donc ça rend la chose assez difficile. Ça, c'est la première partie. En fait, tu nous dis que tu as compris, pris conscience d'un certain nombre de choses avec ces éléments. La deuxième partie de la question que je me pose, du coup, et qui est écrite, c'est comment on change les choses, comment on fait pour produire et consommer autrement. Alors déjà, peut-être sur la production, parce que c'est une double question. Est-ce que toi, dans tes échanges, les gens sont arrivés avec un consensus sur le comment produire autrement, par exemple ? Non, il est évident qu'il n'y a pas de consensus, et d'ailleurs ce qu'on voit ces derniers jours dans l'actualité le montre bien. D'une certaine manière, la question agricole, c'est une des questions les plus difficiles. On va parler après des énergies fossiles. Sur les énergies fossiles, évidemment, il y a des pays qui produisent du pétrole, ils ont envie de continuer à en produire, mais tout le monde a quand même compris qu'à un moment donné, il fallait en sortir.
Sur la question agricole, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus, il n'y a même pas de trajectoire. D'ailleurs, c'est le secteur sur lequel, en France, il n'y a pas de trajectoire pour une transformation du secteur agricole. Dans les plans, par exemple, du gouvernement, le secrétariat général à la planification écologique, il fait des plans, il dit, bah voilà, il faudrait faire ci, ça, voilà. Le sujet sur lequel il n'y a pas de trajectoire, c'est l'agriculture. Pour une raison évidente, qui est que, bah, en fait, aujourd'hui, on a une agriculture en France qui va très mal. Des agriculteurs qui, pour beaucoup d'entre eux, vivent très mal, ont très peu de revenus, sont soumis à des contraintes qui sont très fortes, chez qui on voudrait voir des changements qui sont extrêmement importants, voire à l'inverse de tout ce qu'on leur a demandé de faire pendant des années, donc c'est super difficile. Et en plus de ça, on a une profession qui est âgée, qui est vieillissante, et dans laquelle il n'y a pas assez de renouvellement. On a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc on a un sujet là qui est très difficile. Ceci dit, il existe des pratiques de production qui sont différentes, qui sont respectueuses de l'environnement. Il en existe plusieurs. On pense évidemment à l'agriculture biologique, à l'agroforesterie, l'idée par exemple d'utiliser beaucoup plus les arbres dans la production agricole, aussi à toutes les pratiques de conservation des sols, par exemple. On parlait tout à l'heure de Marc-André Sellos, c'est un grand défenseur de l'agriculture de conservation des sols. Mais d'une certaine manière, ce que disent tous les gens sérieux qui travaillent sur ce sujet-là, c'est que de toute façon, il faut un plan, il faut une trajectoire. On ne va pas changer de pratique agricole du jour au lendemain. On a connu un changement incroyable du système agricole français dans les années 60. On a transformé l'agriculture française pour avoir des exploitations qui soient plus grandes, plus exportatrices, qui soient plus mécanisées, qui utilisent plus de produits phytosanitaires. Voilà, bon, tout ça a eu lieu. Donc on ne va pas le déconstruire du jour au lendemain. Et donc, s'il y a bien un consensus sur quelque chose, c'est il faut accepter une diversité de solutions. Il y a des gens qui vont utiliser plus de technologie, il y a des gens qui vont revenir à des exploitations qui sont plus petites, il y a des gens qui vont faire du bio, il y a des gens qui ne vont pas faire du bio. Mais en fait, ce n'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir mettre en place de l'accompagnement pour les agriculteurs et les agricultrices pour pouvoir changer leurs pratiques. C'est là où il y a une difficulté, qui est qu'aujourd'hui, les chambres d'agriculture, les conseillers techniques agricoles, en fait, reproduisent souvent les pratiques qui sont existantes. Donc il y a un boulot à faire de ce point de vue-là pour arriver à les accompagner. Mais d'une certaine manière, c'est là qu'intervient la question de la consommation, parce que c'est aussi un levier de changement. Et on le voit bien. Aujourd'hui, quand par exemple un certain nombre de villes, je ne sais pas si c'est le cas à Chambéry, décident de privilégier des produits locaux dans les cantines scolaires, qu'un certain nombre d'entreprises disent, bah voilà, on va mettre plus de bio au menu, voilà. Bon, bah en fait, par la demande, il est possible de faire changer l'offre, parce qu'en fait, ça donne des débouchés aux agriculteurs. Et ça, il y a plein d'exemples qui existent. Je peux donner l'exemple d'une association, par exemple, qui est domiciliée à Lyon, mais qui travaille dans plusieurs régions de France, qui s'appelle VRAC, qui n'est pas une association qui permet d'acheter en vrac, mais qui est d'abord une association qui permet d'acheter à des prix très bas pour les habitants des quartiers populaires de la nourriture de qualité produite localement et qui rémunère directement les agriculteurs. Bon, bah, typiquement, ce type d'initiative, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut trouver des mécanismes qui permettent aux agriculteurs de vivre bien et aux gens de manger de la nourriture de qualité. Dans le livre, il y a une autre expérience dont parle Nicolas Bricasse, qui est une expérience que lui observe en tant que chercheur, qui est une expérience de ce qu'on appelle une caisse commune de l'alimentation, qui est menée en ce moment à Montpellier. C'est une caisse commune à laquelle on contribue en fonction de ses revenus. On paye 150 si on a beaucoup d'argent, on paye 1 euro si on n'a pas beaucoup d'argent, et tout le monde reçoit des sortes de bons d'achat qui permettent ensuite de se rendre dans des boutiques locales décidées collectivement, en disant bah voilà, c'est ce type de boutique pour acheter ce type de produit. Et donc ça permet aussi à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent d'avoir des moyens plus importants pour acheter de la nourriture de qualité. On sait qu'avec l'inflation de ces derniers mois, en fait, c'est particulièrement difficile. D'ailleurs, le bio est en train de connaître une crise importante. Et ça permet aussi d'avoir une discussion collective, quelque part, une discussion démocratique sur quelle place l'alimentation peut avoir là-dedans, en lien et en discussion avec des agriculteurs. Ces initiatives, aujourd'hui, sont à des échelles qui sont relativement petites, mais d'une certaine manière, ce n'est pas inintéressant parce que c'est aussi par des alliances locales et par des expériences locales assez concrètes sur le terrain qu'il y a des pistes de solutions qui sont possibles. On voit qu'il y a un très gros obstacle au niveau national parce que ni les pouvoirs publics, ni aujourd'hui l'espèce de cogestion entre le principal syndicat agricole, la FNSEA, et les différents gouvernements ne permettent de changer un peu cet état de fait. Et donc, c'est plutôt par le bas qu'un certain nombre de solutions aujourd'hui émergent. Merci. Qui a des questions sur le sujet? Alors, je crois qu'il y a... Ouais.
Alors, donc cette idée-là, c'est l'idée de dire que... Simplement, est-ce que vous Ouais. avez tous entendu la question? Alors, je peux reformuler. Voilà. Et les C'est- prochaines, on les prend au micro. Voilà, pardon. C'est une question très intéressante sur un sujet important on appelle le 4 pour 1000, c'est-à-dire l'idée que en fait, les sols, et en particulier les sols agricoles, ils peuvent stocker du carbone. Donc vous savez que le problème du changement climatique, c'est qu'on émet beaucoup de carbone qui se retrouve dans l'atmosphère, dans les océans, et du coup, c'est ça qui aggrave le changement climatique. Euh, Une des pistes possibles, c'est de dire qu'en fait, le sol est un acteur qui permet de stocker beaucoup de carbone. Il est, si on le traite mal avec les pratiques dont on parlait juste avant, notamment l'utilisation d'engrais agricoles massivement, en fait, il est émetteur de carbone, mais à l'inverse, il peut être un outil pour stocker du carbone. Et donc, cette initiative-là qui avait été prise en 2015 par le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, une initiative qui s'appelait le 4 pour 1000, parce que c'était la quantité de carbone qui peut être stockée par mètre carré dans le sol, je crois, c'était l'idée de dire il faut qu'on multiplie des pratiques où on va remettre du végétal sur le sol pour permettre au sol de stocker du carbone. Je ne suis pas suffisamment spécialiste du 4 pour 1000 pour dire à quel point précis on en est aujourd'hui, mais globalement, on n'en est pas là où on devrait être. C'est-à-dire que les engagements qui ont été pris étaient des engagements assez volontaires, et donc il n'y a pas aujourd'hui de niveau de contrainte qui a été fixé en France ou dans d'autres pays européens pour dire il faut que massivement on utilise le sol comme un outil de stockage, de séquestration du carbone. Parce qu'en fait, pour le faire, ça implique quand même de le faire un tout petit peu sérieusement et de dire que derrière, les pratiques agricoles sur ces sols-là doivent respecter un certain nombre de critères. À ma connaissance aujourd'hui, puisque c'était ça la question de monsieur, c'était où est-ce qu'on en est avec cette histoire de 4 pour 1000. Malheureusement, on n'en est pas là où on devrait être. Après, il y a un certain nombre d'agriculteurs ou d'associations d'agriculteurs qui se posent ces questions-là. Marc-André Sellos, dont on parlait tout à l'heure, il est, je crois, secrétaire peut-être ou président maintenant, ou en tout cas membre actif de l'association qui promeut le 4 pour 1000, et donc lui, il saura vous dire exactement où on en est. Et du coup, sur ce sujet-là, dans le livre de Marc-André Solos, et je pense dans la conférence qu'on peut retrouver sur Internet, il y a des choses sur le sujet. La conférence avec Marc-André Solos et Livre en Marche. On va prendre une seconde question. J'ai l'impression qu'il y a une question par là. C'était là-bas au fond. Bonsoir, merci beaucoup pour l'intervention. En fait, j'ai deux questions. Je vais essayer d'être clair. Alors, la première question, qui est peut-être une question facile, c'est est-ce que tu sais si des agriculteurs t'écoutent, soit via le livre, soit... Enfin, en tout cas, moi, je te découvre, hein, donc je ne connaissais pas avant, ou via le podcast. Est-ce que des agriculteurs écoutent le podcast, en particulier vu qu'on se pose la question? Ou est-ce qu'il y a des agriculteurs ici, par exemple, ce soir? Je sais pas, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce qu'il y en a? Et la deuxième question est peut-être un peu plus trash, alors je vais y aller avec un peu de tact. Je te dis juste le raisonnement très court et peut-être faux sur tout ça. Peut-être il est faux qui me permet d'arriver à ça. C'est aujourd'hui, de ce que je comprends, la productivité de nos champs est essentiellement liée aux engrais qu'on balance dedans. Mais les engrais auxquels on a accès, ça dépend de mines qui existent dans le monde. Et donc, mettons qu'on a un monde avec, dans 30 ans, 40 ans, qui a moins accès au pétrole, moins d'importation d'engrais, donc moins de productivité dans nos champs. Tu vois où je veux en venir? Est-ce qu'on a un danger? Est-ce que dans tes échanges, il y a eu cette question de crise alimentaire, voire de famine, en fait, carrément, en fait, on n'arrive plus à produire de blé parce que nos sols sont morts et qu'on n'a plus d'engrais? Enfin, est-ce que ce genre de questions, tu les as abordées? Je sais que ce n'est pas directement climatique, mais ça déborde un peu. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc déjà, il y a une agricultrice qui est là. Merci. La première question, du coup, Nabil. Sur la première question, oui, il y a plein d'agriculteurs et d'agricultrices qui m'écrivent. Il y en a même qui me disent je vous écoute sur mon tracteur, tout ça, donc c'est marrant. Évidemment, c'est plutôt des gens qui se posent des questions. C'est pas forcément que des gens qui sont en bio, il y a aussi des gens qui sont en conventionnel, mais qui du coup se posent un peu des questions et qui souvent, évidemment, réagissent aux épisodes qui parlent de ces sujets-là, mais pas seulement, parce que comme les agriculteurs et les agricultrices sont comme tout le monde et donc ils s'intéressent aussi à tous les autres sujets. Et voilà. Mais oui, j'en ai. C'est difficile de savoir combien, mais en tout cas, il y en a. Et il y a un échange qui est en fait assez permanent avec. En tout cas, il y a une partie de ces agriculteurs qui écrivent assez régulièrement.
Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi que, en tout cas pour celles et ceux qui écrivent, c'est des gens qui gambergent et qui du coup reviennent avec une autre idée en disant « Ah oui, mais en fait j'ai pensé que tel truc et du coup j'essaye de l'appliquer dans ma ferme et machin ». Sur la deuxième question, en réalité, est-ce qu'on fait face à des risques de crise alimentaire au niveau mondial? La réponse est oui, mais en fait c'est déjà le cas. C'est-à-dire, et pas d'abord pour les raisons que tu dis de ressources. D'abord pour des raisons climatiques, c'est-à-dire que la nature du changement climatique, la violence extrême des événements climatiques qui sont déjà en train d'arriver aujourd'hui, le deuxième rapport du GIEC, donc paru en 2022, la deuxième partie du 6e rapport du GIEC paru en 2022 explique qu'il y a 3 milliards de personnes sur cette planète qui sont aujourd'hui directement menacées par les conséquences du changement climatique et principalement avec des risques de famine ou de crise alimentaire. Donc en fait aujourd'hui la première menace c'est déjà le changement climatique lui-même. Ensuite, il y a une autre menace qui est la manière dont fonctionne le système agroalimentaire mondial. Et on l'a vu ça au moment, on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine avec la crise du blé qu'il y a eu où un certain nombre de pays ont connu des crises alimentaires très importantes parce qu'ils importaient beaucoup de blé d'Ukraine et de Russie. C'est le cas par exemple d'un pays comme l'Égypte, qui importe 90% de son blé. En fait, on s'est rendu compte que le système de fixation des prix, d'importation et d'exportation, cette mondialisation de l'agriculture, en fait, elle était très défavorable à un certain nombre de pays du Sud qui sont en fait devenus très dépendants de ce système-là. Donc on a déjà ces deux problèmes-là. Ensuite, oui, on a un troisième problème, et ça, je vais arrêter de citer Marc-André Sellos, après on va parler d'autre chose, mais en tout cas, voilà, les experts du sol racontent bien qu'en fait, nos sols, en général, pour plusieurs raisons, notamment l'usage de produits phytosanitaires, mais aussi les pratiques agricoles en général, et notamment le labour, on a affaibli nos sols. Ceci dit, ce n'est pas éternel. Et il y a un certain nombre de sols, si on les traite mieux, qu'on peut récupérer, entre guillemets. Donc il y a aussi un retour en arrière qui peut exister pour un certain nombre de sols, pas tous, mais il y a un certain nombre de pratiques qui permettent quand même de faire mieux. Ensuite, sur la question énergétique, globalement, je nous invite à penser que oui, à un moment donné, il n'y aura plus de pétrole, mais en fait, on a suffisamment de pétrole, de gaz et de charbon pour rendre notre planète inhabitable avant que ça arrive. Et donc, le problème risque de ne pas se poser dans ces termes-là en disant « Ah bah juste, on n'a plus assez de pétrole pour faire tourner nos machines » parce qu'en fait, on aura d'autres problèmes qui risquent de s'être posés avant. Et donc, il est vrai qu'il y a toute une réflexion sur le pic pétrolier, mais quand bien même on n'aurait plus de pétrole, on a des réserves de gaz et des réserves de charbon qui nous permettent de brûler des énergies fossiles pendant encore très longtemps. Et ça veut dire que, et c'est une difficulté, il faut trouver d'autres moyens de produire sans utiliser d'énergie fossile. Or, c'est vrai, ce qui a permis la mécanisation de l'agriculture et sa diffusion à une échelle mondiale, c'est précisément les énergies fossiles. Et donc là, il y a un nœud qui est très difficile à résoudre. J'ai deux points complémentaires par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a assez de nourriture dans le monde, mais que le problème, c'est la répartition? Oui, la réponse est oui. Voilà, parce que je pense que ce point est important aussi, de se dire on peut tous manger à notre faim. On peut tous manger à notre faim, mais il faut bien avoir en tête que notre manière de manger à nous, en France, la manière de manger des Américains, la manière de manger des Canadiens, des Australiens, on ne peut pas tous manger de cette manière-là. Voilà. Non seulement on ne peut pas en termes de quantité, mais on ne peut pas en termes de ce que notre environnement peut supporter comme emprise sur les ressources. C'est-à-dire que si demain, 1 milliard d'Indiens et plus d'1 milliard de Chinois ont la même consommation qu'aujourd'hui les Européens ou les Américains, en fait, les choses deviennent impossibles. Donc il y a un équilibre à trouver, qui est encore aujourd'hui tout à fait possible à trouver, entre les pratiques alimentaires, et là notamment c'est la question de la consommation de viande et la question de consommation de produits importés de très loin. Ça me paraissait important de le repréciser, qu'il y avait quand même assez. Et donc du coup, on en vient à consommer autrement et on finira sur cette partie-là. Du coup, dans ce que tu dis, c'est si du coup, nous, collectivement français, européens, américains, etc., on se nourrit autrement, alors ça change tout? Ça change pas mal de trucs, ouais. Ça change pas mal de trucs parce qu'en fait, le système alimentaire mondial, il est structuré pour des productions qui vont toutes vers les pays du Nord. Et donc, en fait,
Il y a un certain nombre de destructions environnementales qui ont lieu dans les pays du Sud qui, du coup, seraient quand même un tout petit peu différentes. On a un environnement... Alors, il faut bien comprendre que dans la question agricole, il n'y a pas que la question climatique. L'impact sur la biodiversité est très important. On a parlé des sols. Les sols, c'est des réservoirs de biodiversité. Mais en fait, nos pratiques agricoles, et notamment l'usage de produits phytosanitaires, ça a un très gros impact, on le sait, sur les insectes, dont une grosse partie de la population a disparu, notamment les pollinisateurs, pas simplement les abeilles, tous les pollinisateurs, mais aussi sur les oiseaux. Les oiseaux des champs en France ont décru, en Europe ont décru de manière massive sur les 25 dernières années. Et donc, en réalité, on sait qu'un changement de pratique aurait un impact relativement rapide là-dessus. Par ailleurs, le fait de changer d'alimentation, en fait, assez vite, ça fait baisser notre bilan carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le bilan carbone d'une Française ou d'un Français, et encore plus d'un citoyen ou d'une citoyenne des États-Unis, la viande, ça pèse énormément. Et la viande de bœuf, ça pèse énormément. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger de viande. Ça veut dire qu'en fait, on peut en manger moins. Il se trouve que par ailleurs, c'est meilleur pour la santé d'en manger moins que ce que mangent la plupart des gens. Et qu'en plus de ça, en fait, c'est très bon pour la planète. Et en plus de ça, ça coûte moins cher. Et donc, il est quand même possible de construire une situation dans laquelle on a une alimentation qui est plus équilibrée, qui est meilleure pour notre santé et qui est aussi meilleure pour notre environnement. Merci. On va passer à la seconde question que vous avez choisie. Faut-il faire payer les riches ? J'ai vraiment envie que tu définisses les riches aussi. Moi, vous dire que j'ai écouté cet épisode sur le podcast. Je peux écouter tout le podcast, je dois te l'avouer. Pour autant, j'ai fait des choix. J'ai piqué deux, trois trucs et je pense que c'est mon préféré. Voilà. Nabil Wakim interviewe Lucas Chancel et ça parle, oui, de faut-il faire payer les riches, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça parle de démocratie, ça parle de... Voilà, ça remet de la perspective sur cette question qui paraît facile et hyper marquée. Et tu as une manière un peu particulière d'amener le sujet, donc à chaque fois, il revient à quelque chose qu'il a vécu lui. Et là, en l'occurrence, je me permets parce que j'ai trouvé ça très drôle, tu dis... Moi, je suis journaliste, il y a un truc qui se passe, ça s'appelle le mouvement des Gilets jaunes, et à ce moment-là, quand il y a ce truc qui arrive, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Et puis, j'en discute avec, je crois, une personne avec qui tu travailles, et quand tu commences à en parler avec elle, elle te dit « mais tu n'as rien pigé, en fait. Tu n'as pas compris ce qui se jouait derrière, ce qui s'est passé avec ce mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas qu'une histoire il y a plein de choses derrière. » Tu nous parlais un peu de ce podcast ? Donc c'est un entretien avec un économiste qui s'appelle Lucas Chancel, qui est spécialiste des inégalités, qui travaille avec Thomas Piketty et qui lui, en fait, a essayé de mesurer de manière assez précise, en fait, quelles sont les inégalités, non pas simplement de revenus, mais aussi les inégalités en termes d'émissions de carbone. Et en fait, c'est assez intéressant parce que les deux sont en fait exactement corrélés. C'est-à-dire que, pour le dire rapidement, plus on est aisé, plus on émet de gaz à effet de serre. Pas parce qu'on est plus méchant, simplement parce qu'on consomme plus. On consomme plus de biens, on consomme plus de services, on voyage plus, on se déplace plus souvent. Et donc, voilà, on émet plus de gaz à effet de serre. Ce qui est intéressant, c'est le différentiel. Et c'est ça, moi, que j'ai appris aussi dans cette discussion-là, c'est que, pour prendre des ordres de grandeur, en France, on estime qu'un Français, une Française, en moyenne, émet 10 tonnes de CO2 par an. Voilà, ça c'est la moyenne. Mais comme toutes les moyennes, c'est assez trompeur. Parce qu'en fait, les 50% les plus modestes, donc c'est quand même la moitié de la population, ils émettent 5 tonnes. Et les 10% les plus aisés, ils émettent 25 tonnes. Et les 1%, probablement 10 fois plus. Donc en fait, on voit qu'il y a une inégalité dans la répartition de nos émissions de gaz à effet de serre qui est en fait assez frappante. Et on peut même prolonger un peu la réflexion. Dans notre trajectoire jusqu'en 2050, où on est censé atteindre la neutralité carbone, s'être débarrassé du gaz, du pétrole, du charbon, il y a des étapes. Il y a une étape, c'est 2030. En 2030, il faudrait qu'on soit tous et toutes à peu près en moyenne à 5 tonnes d'émissions. Donc en fait, il y a une partie importante de la population française qui est déjà à ça. Et ça m'a frappé parce que, pourquoi je racontais dans cet épisode de podcast ces discussions sur les Gilets jaunes ? Parce que dans un certain nombre de milieux, de gens sensibles à la question climatique, des chercheurs, des militants, il y avait un regard sur le mouvement des Gilets jaunes qui était de dire ouais mais bon quand même, tous ces types avec leurs bagnoles et tout quand même, s'ils pouvaient moins prendre leurs bagnoles, ils émettraient moins de gaz à effet de serre, etc. Sans comprendre d'abord que pour beaucoup de gens qui s'étaient mobilisés dans le mouvement des Gilets jaunes, au moins au début, c'était pas une question de choix, c'était une question de dire je suis obligé de prendre ma voiture pour aller au boulot, donc je ne peux pas faire autrement. Mais aussi qu'en réalité, ce n'est pas forcément toujours
la population qui a besoin de sa voiture pour aller bosser tous les jours, qui est en fait la plus émettrice de gaz à effet de serre. Et donc ça m'a fait réfléchir cette conversation, de me dire, en fait, on prend peut-être le problème à l'envers, c'est-à-dire où est-ce que les efforts doivent être faits d'abord. Donc Lucas Chancel, il dit ça, il dit, voilà, moi j'en ai marre parce que les médias, donc ça c'est pour nous, les médias, vous présentez toujours les gens qui roulent en bagnole, qui vivent à la campagne, etc., comme des gens qui doivent changer leurs pratiques, qui sont les plus gros émetteurs, mais en fait, c'est pas eux les plus gros émetteurs. Ils sont plus nombreux, c'est vrai, mais pris individuellement, c'est pas eux les plus gros émetteurs. Et donc je trouvais que c'était une réflexion qui était intéressante, et avec un peu l'idée de dire, voilà, en fait, avec un raisonnement qui est proche, évidemment, de celui de Thomas Piketty sur le creusement des inégalités sociales sur les 30 dernières années, sur le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui deviennent plus pauvres, un certain nombre de gens qui deviennent vraiment beaucoup plus riches, et avec l'idée que dans cette transition, on sait qu'on a besoin de beaucoup d'investissements. Il y a besoin d'investir. On pourra en reparler plus tard, mais il y a besoin d'investir dans les énergies renouvelables, il y a besoin d'investir dans le train, il y a besoin d'investir dans les pistes cyclables, il y a besoin d'investir dans la transition agricole, on vient d'en parler, tout ça, il y a besoin d'argent pour le faire. Et cet argent, il ne tombe pas du ciel, il faut décider où est-ce qu'on le prend. Et donc Lucas Chancel, lui, ce qu'il dit, c'est, en fait, voilà, il faut taxer celles et ceux qui sont les plus émetteurs et utiliser cet argent-là pour faire la transition. J'ai fait un autre épisode avec un autre économiste qui s'appelle Christian Gaulier qui pense exactement l'inverse. Et je le précise quand même parce que ça montre aussi qu'il y a du débat sur ces sujets-là. Lui, il dit mais non, c'est pas du tout comme ça. Ce qu'il faut, c'est taxer ce qui est polluant pour que les gens arrêtent de le faire. Il faut une taxe carbone qui soit la plus agressive possible pour que ça change les comportements des gens. Parce que si on prend l'argent des riches et qu'on dit on va faire des investissements super avec, c'est très bien, mais d'abord ça va prendre longtemps parce que le temps que vous construisiez vos nouvelles lignes de train, ça va prendre 15 ans. Et puis surtout, en fait, ça va pas changer les comportements des gens. Les gens, ils vont dire, voilà, très bien, taxer les riches, et puis moi, je continue de vivre ma vie normalement. Or, on a besoin que les comportements changent. Et donc lui, il dit, il faut mettre une taxe carbone. C'est ce qui a démarré le mouvement des Gilets jaunes, on s'en souvient, la hausse du prix sur l'essence. Et à ça, il dit, voilà, il faut qu'elle soit compensée pour les gens les plus modestes. On leur donne un chèque en échange pour leur dire, voilà, comme ça, vous n'êtes pas impactés. Et puis, elle impacte plus les gens qui prennent l'avion tout le temps, consomment des choses qui sont très polluantes, etc., etc. Et donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment deux visions d'économistes qui sont assez différentes. L'une qui est une vision finalement plutôt keynésienne, plutôt de grande intervention de l'État, qui dit voilà, on taxe les plus fortunés, qui sont aussi les plus émetteurs, et on utilise cet argent pour la transition. Et une vision plus libérale, une vision plus de marché, qui dit en fait, il faut mettre de la taxe carbone partout, et puis ensuite, les acteurs économiques que nous sommes tous, les entreprises, les États, les individus, les ménages, en fait, on va être amenés à faire nos choix par le fait qu'un certain nombre de choses vont être plus chères. Et moi, je ne suis que journaliste, je ne suis pas économiste, je n'ai pas la capacité de dire qui a raison ou qui a tort, mais je trouvais intéressant de mettre en regard ces deux visions parce que c'est deux approches qui sont différentes, mais qui toutes les deux sont sincères dans l'idée de dire il faut qu'on atteigne la neutralité carbone. Et ça montre qu'il y a aussi tout un tas d'outils qu'on peut utiliser pour faire face à cette question-là, et que c'est de ça qu'il faut qu'on débatte collectivement. C'est ces sujets-là dont il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise voilà, moi je suis de droite, moi je suis de gauche, moi je me sens plus libéral, moi je me sens plus pour une intervention de l'État, je veux plus de services publics, etc. Comment ça se traduit dans la transition? Voilà ce dont on doit discuter. Il y a dans le débat public aujourd'hui une difficulté à aborder ces questions-là de cette manière-là. Or, on a intérêt à ce que le débat public il se structure autour de ces questions-là pour dire voilà, on a besoin d'argent pour faire cette transition, où est-ce qu'on le prend, qui va payer, combien ça va coûter à qui et par quelles étapes on va passer. Voilà, c'est un peu dans cette logique-là qu'on essaye de faire avancer le schmilblick dans le podcast. Tu as donc interviewé au moins 2 personnes sur ces sujets, peut-être plus aussi en tirant les fils avec d'autres personnes. Tu t'es forgé une opinion là-dessus? Est-ce que ça a affiné en tout cas ta réflexion en te disant il y a des choses qui te paraissent plus pertinentes, plus sérieuses? Est-ce que tu as beaucoup parlé tout à l'heure? Tu as dit, on est tous les gens sérieux sont d'accord. Et tu l'as dit à plusieurs reprises, donc je m'interroge. Du coup, il y a le clan des gens sérieux et puis les autres. Donc j'imagine que les deux étaient sérieux. Moi, j'essaye d'inviter des gens sérieux. Parce Nous aussi. Je travaille dans un journal qui s'appelle Le Monde et notre slogan interne, faussement attribué au fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, c'est « Faites chiant ». Donc voilà, il y a un peu cette logique de toujours très sérieux. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je devrais peut-être pas employer l'expression les gens sérieux. Je devrais dire les gens qui travaillent. Voilà, parce qu'en fait, on a un immense chantier devant nous.
c'est un chantier colossal, existentiel, et on a besoin de gens qui bossent, on a besoin de gens qui réfléchissent, on a besoin de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, qui produisent de la connaissance, qui produisent des idées de réforme, de politique publique, et que tout ça se soit confronté dans le débat public, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et donc oui, je pense qu'il y a des gens qui sont sur ces questions-là, qui sont sérieux, et pour autant, ils ne sont pas tous du même avis. Et je vais prendre un autre exemple, qui sont les épisodes que je suis en train de diffuser en ce moment même du podcast, qui évidemment ne sont pas dans le livre puisqu'ils ne sont pas tous finis d'être diffusés, qui sont des épisodes avec 4 membres de 4 partis politiques différents. Je fais une soirée à Paris, un enregistrement en direct où j'ai invité 4 élus, François Ruffin de la France Insoumise, Delphine Batteau qui est écologiste, un député LR qui s'appelle Antoine Vermorel-Marquez et celle qui était à l'époque ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Et chacun d'entre eux a eu 30 minutes pour expliquer, chacun son tour, c'était quoi sa vision de la transition, comment on fait pour y arriver. Et en fait, ouais, c'est 4 gens sérieux. C'est 4 gens qui réfléchissent, qui, en fonction de leurs valeurs, qui ne sont pas les mêmes, dessinent des pistes de solutions qui sont possibles. On peut trouver que certains vont trop loin, d'autres vont pas assez loin, etc. Mais ce qui me semblait intéressant, et je les ai choisis pour ces raisons-là, c'est de dire, en fait, j'invite des gens qui bossent, qui sont sérieux et qui ont envie d'apporter des solutions. Pas des gens qui sont dans des slogans, des gens qui sont capables de parler une demi-heure et pas juste 2 minutes pour condamner telle ou telle chose ou s'indigner de telle ou telle chose. Parce que ce dont on a besoin là, c'est de construction. Et donc la question fiscale là-dedans, pardon, j'essaie de retomber sur mes pieds, elle est très importante parce qu'en fait, bon, évidemment, on n'aime pas forcément beaucoup payer des impôts, bon, voilà. Mais il se trouve que quand même, ça fait partie des outils que l'État a à sa disposition pour faire un certain nombre de choses. Moi, ma conviction profonde que je retire quand même de ces entretiens-là, c'est que, il y a vraiment besoin d'une véritable planification. C'est-à-dire, on ne peut pas faire cette transformation-là en disant on va faire des incitations par-ci par-là, et puis les gens vont s'y mettre, et puis ça va aller dans la bonne direction. On a essayé de faire ça. De fait, c'est ce qu'essayent de faire un certain nombre de pays depuis un certain nombre d'années. C'est pas suffisant, ça va pas assez vite. Voilà. Donc, il faut qu'à un moment donné, la puissance publique, l'État, les collectivités locales organisent cette transition. Ça ne veut pas dire que l'État doit tout faire, mais il doit donner des orientations. Et ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a besoin d'argent, il y a besoin d'investissement. L'exemple le plus frappant, c'est le ferroviaire. On a désinvesti pendant des années en France le rail. On a besoin, pour que la transition fonctionne, que les gens prennent plus le train. Pour qu'ils prennent plus le train, il faut qu'il y ait plus de trains, que ce soit plus fiable et que ce soit moins cher. Et pour arriver à ça, il faut mettre de l'argent. Il faut investir, ce qu'on n'a pas fait pendant des années, donc il faut rattraper ce retard. Et donc ça, aujourd'hui, en France, c'est plutôt l'État qui est en capacité de le faire. Donc quand on prend les choses dans ce sens-là, on se dit, oui, à un moment donné, il faut trouver plus d'argent, et donc il faut qu'il y ait une contribution, qu'elle soit temporaire pendant quelques années ou qu'elle soit permanente, de celles et ceux qui aujourd'hui ont la possibilité de le faire. Oui, ça, je pense que, en tout cas, moi, c'est un peu la conclusion à laquelle j'arrive. Merci. À vous, des questions sur le sujet? Monsieur qui est juste ici. Est-ce qu'il y a d'autres personnes après pour les questions juste que je vois? Ok. Bonsoir, merci pour la conférence. Vous avez cité 2 économistes autour de l'affaire des Gilets jaunes. Et ce que je vois dans votre intervention, c'est que vous ne contestez pas du tout la répartition des modes de production. Le grand capital, actuellement, pour gagner de l'argent, a introduit une très forte concentration des moyens de production qui entraîne, pour le gilet jaune, de prendre sa voiture. Pourquoi ne parlez-vous pas du local? Il faut relocaliser l'industrie. On n'a plus besoin de construire du chemin de fer. On peut aller au boulot en vélo. Est-ce que ce n'est pas plutôt sur ces thèmes-là de la localisation, la relocalisation de l'économie? Parce qu'il ne faut pas oublier que les petites usines, comme il en existe encore quelques-unes, je vais en citer une qui est une petite usine, qui est l'usine Hermès qui fait des foulards au Grand Lens. C'est pas une grande usine, mais c'est une petite usine locale qui fait travailler plein de gens, localement. Alors, il y en a peut-être quand même qui viennent, c'est un peu spécialisé, donc ils viennent peut-être un peu plus loin. Mais grosso modo, l'idée, si vous voulez, c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas localiser la production plutôt qu'avant de se lancer dans des grandes infrastructures? Bon, je sais bien qu'il faut agir sur le grand capital, parce que le grand capital va devenir un petit capital, à nouveau. Et le grand capital n'a pas envie forcément de lécher les moyens. Voilà. Merci. En fait, il y a un peu 2 aspects, c'est-à-dire... oui, évidemment, relocaliser pas simplement la production, mais aussi nos bassins de vie, c'est-à-dire la manière dont on vit aujourd'hui, dans un certain nombre d'endroits en tout cas, en fait, avec l'étalement urbain, avec le fait que du coup on est effectivement obligé de prendre sa voiture pour aller acheter le pain, pour déposer ses gamins à l'école, pour un peu tout, du coup, en fait, oui, ça génère beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre.
et par ailleurs, ça ne rend pas toujours très heureux. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir des modes de vie et de production qui soient plus proches de nous. Et effectivement, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit. Et qui peut se réfléchir des fois à des toutes petites échelles. Il y a des gens, par exemple, qui réfléchissent sur des zones pavillonnaires à dire, bon, voilà, on est une zone pavillonnaire, on n'a pas grand-chose autour de nous, tout le monde est obligé de prendre sa voiture. Et on prend un des pavillons, on l'achète collectivement et on en fait une maison de quartier dans laquelle il y a des cours d'anglais, il y a la boulangerie, un dépôt de pain, il y a, je sais pas quoi, un truc de livraison de colis, il y a un atelier de réparation de vélo, etc. Et donc ça, à une toute petite échelle, c'est des choses qui peuvent effectivement avoir lieu. Maintenant, toute la réponse ne peut pas être au niveau local. L'exemple de cette usine qui fait des foulards Hermès, ces foulards Hermès, ils ne sont pas vendus ici. Ils sont fabriqués ici. Mais en fait, la consommation des foulards Hermès, elle est partout dans le monde. Et donc, il y a aussi cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a la question de la production, mais il y a aussi la question de la consommation. Et donc, il faut pardon ? Non, mais en fait, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple parce que si on prend la question agricole, il y a plein d'agriculteurs qui produisent pour des gens qui ne sont pas dans leur bassin de vie. Et donc, c'est difficile aussi de dire à des gens, en fait, il faut tout changer maintenant, il faut produire que des trucs pour les gens qui sont là à côté. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'avoir 50 usines qui produisent des lave-linges pour qu'ils soient répartis juste dans la zone autour de Chambéry ? Et voilà. Donc, il y a aussi une forme de rationalité à se dire, il y a des choses qu'on peut faire localement, et puis il y a des choses qu'il faut pouvoir mutualiser. Mutualiser à l'échelle d'un territoire, mutualiser à l'échelle de plusieurs pays, voilà. Parce que sinon, c'est difficile d'y arriver, et notamment parce que en impact environnemental, il vaut mieux avoir parfois une grosse usine qui fait de l'acier plutôt que 15 usines qui font de l'acier. Parce qu'en fait, c'est plus facile de contrôler les émissions d'un site de production un peu gros que de 15 sites qui sont répartis un peu partout. Et donc, voilà, il y a cette difficulté-là. Il y a un point qui va tout à fait dans votre sens, c'est la production d'énergie, on va en parler tout à l'heure, et notamment des énergies renouvelables, c'est-à-dire l'émergence, le fait que maintenant, les panneaux solaires et les éoliennes, ça coûte beaucoup moins cher que les autres formes d'énergie. En fait, ça fait de la production d'énergie qui est diffuse, qui peut être dans les territoires et qui peut être appropriée par les gens qui habitent dans des territoires. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est un mode de production d'énergie et donc de consommation qui va avec, qui peut être à la fois assez bénéfique localement, parce que ça peut faire en sorte que l'électricité coûte moins cher, mais aussi ça peut permettre de prendre conscience justement on consomme ce qu'on produit et donc on essaye de s'accorder à nos niveaux de production. Donc ça, c'est des choses, des expériences qui sont en cours aujourd'hui dans un certain nombre de pays et notamment en France. On a une seconde question donc du monsieur qui est ici. Bonsoir. Alors, du coup, les riches, soit on les taxe et on fait un investissement public par rapport à ce qu'on a voté, nos représentants, ce qui décident, soit vous parlez d'un autre moyen qu'ils investissent directement. Comment les motiver, comment faire en sorte qu'il y ait un plus gros retour sur investissement vers des choses vertueuses? C'est une très bonne question. À l'échelle mondiale, il y a un certain nombre de gens qui ont beaucoup d'argent. C'est le cas, par exemple, du fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui disent exactement ça. Ils disent, voilà, nous, les riches, il faut qu'on investisse dans la transition, mais il faut qu'on investisse dans la transition dans des choses qui, à un moment donné, vont nous rapporter. Et donc là, il y a un débat. Il y a des gens qui disent, ouais, mais en fait, il y a un certain nombre de trucs dans la transition qui ne vont jamais rapporter. Donc il y a des exemples qui vont dans les deux sens. Je parlais des énergies renouvelables. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est rentable. Donc il y a des fonds d'investissement qui investissent dans les énergies renouvelables, il y a des milliardaires qui investissent dans les énergies renouvelables, il y a des groupes pétroliers qui investissent dans les énergies renouvelables. Ce n'est pas parce qu'ils adorent les énergies renouvelables, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent. Il y a d'autres sujets, on parlait de la relocalisation. En fait, s'il faut qu'on consomme moins, ça veut dire qu'il faut qu'on répare plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse durer les choses plus longtemps. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites au niveau local, avec des ressourceries, des recycleries, voilà. Bon, ça, c'est pas des investissements dans lesquels les gens ont gagné beaucoup d'argent. Donc ça n'intéresse pas beaucoup les plus fortunés. Et donc il y a là-dedans une réflexion qu'il faut avoir. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels un certain nombre d'entreprises ou de milliardaires ou de gens très fortunés vont investir parce qu'ils vont y trouver un intérêt. Et peut-être qu'il y a d'autres domaines dans lesquels c'est à l'État ou aux collectivités locales de le faire. On parlait de l'agriculture. Typiquement sur le secteur agricole, il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui maintenant ont envie d'investir dans l'agriculture et qui rachètent du foncier, des grandes exploitations. Mais du coup, la vision avec laquelle ils le font, c'est pas une vision qui est super compatible avec la transition. Donc, c'est pas forcément terrible. Et donc, finalement, je crois que d'abord, ce qui est important, c'est que les pouvoirs publics fixent les règles du jeu.
donne un cadre, donne des réglementations qui disent, voilà ce vers quoi on veut aller. Et pour un certain nombre de domaines, ça sera probablement à l'État de le faire, c'est déjà à l'État de le faire, aux collectivités locales, notamment sur la question des transports publics. Et pour un certain nombre d'autres domaines, il faut aussi que les entreprises le fassent. Mais il y a un exemple qui est assez facile à comprendre, c'est celui des véhicules électriques. Pendant des années, on a dit, bon, les constructeurs automobiles, ça serait bien que vous arrêtiez avec vos voitures thermiques qui polluent beaucoup, tout ça. Ils disent, oui, c'est très important, tout ça, bon. Puis ils faisaient rien. Puis le Parlement européen a voté qu'en 2035, ça serait interdit de vendre des véhicules thermiques en Europe. Alors, les véhicules électriques ont plein de défauts, on pourra en parler, mais quand même. Et maintenant, les constructeurs automobiles européens s'alignent sur cette date pour qu'en 2035, ils ne vendent plus que des véhicules électriques. Évidemment, on peut dire c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est compliqué, il y a des problèmes de bornes de recharge, des problèmes de métaux, tout ça, bon, on peut en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne un exemple de il faut fixer un cadre pour que celles et ceux qui ont le pouvoir d'investir dans la transformation le fassent en allant dans la bonne direction. Parce que sinon, si on laisse les gens choisir eux-mêmes, en fait, on risque de perdre beaucoup de temps dans des investissements qui ne sont pas nécessairement les bons et qui risquent de nous amener dans le mur. J'entends quelque chose dans ce que tu évoques. Tout à l'heure, tu as dit qu'un des sujets, c'était la planification, ou en tout cas, une des bonnes options que tu as retenues des échanges. Ce à quoi ça m'a fait penser, c'est qu'il y a à la fois des actions qui doivent être dans le temps court, des trucs qui doivent arriver tout de suite, et des choses qui doivent être dans le temps long. Est-ce que finalement, les actions du temps court, ce n'est pas des actions presque individuelles, quand les actions à l'échelle des politiques, ça ne peut être que des actions de temps long? C'est une question. Bon, c'est un peu les deux, parce qu'en fait, que ce soit à l'échelle individuelle, oui, on peut décider de dire je mange moins de viande. Bon, en fait, voilà, ça c'est possible de le faire de manière assez rapide. Dire je change ma chaudière ou je rénove ma maison, ça prend plus longtemps et c'est aussi un investissement. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, de l'argent et beaucoup de nœuds au cerveau. Celles et ceux ici qui ont essayé de faire une rénovation thermique de leur logement le savent peut-être. Et c'est la même chose aussi au niveau des pouvoirs publics. En fait, il y a des décisions qui peuvent être prises rapidement et qui ont un impact. Le problème, c'est que c'est souvent des décisions pas très populaires. On peut, par exemple, penser à la baisse de la vitesse sur les autoroutes, par exemple. Passer de 130 à 110 sur les autoroutes, probablement une des décisions les moins populaires, mais en fait, une décision qui ne coûte rien et qui réduit de 20% les émissions de CO2 sur les trajets autoroutiers. Donc, il y a aussi des choses qui peuvent être faites relativement rapidement. Après, il y a évidemment des choses qui mettent longtemps. L'exemple type, c'est la rénovation des logements. Donc, le logement, c'est un peu moins de 20% de nos émissions. Et donc, ça veut dire qu'il faut rénover la quasi-totalité des logements en France. Pas tous, mais presque. Et donc, il faudrait arriver à en faire 600 000 par an. On en fait en rénovation globale, c'est-à-dire on rénove vraiment plutôt 60 000, donc 10 fois moins que ce qu'il faudrait. Et donc ça, c'est un investissement colossal. Et là, pour reprendre la question de tout à l'heure, c'est un mix entre des investissements publics, c'est-à-dire il y a des primes, des crédits d'impôt qui existent pour soutenir le fait qu'il y ait de la rénovation des bâtiments, et en même temps des entreprises privées qui doivent se former, apprendre à le faire correctement du secteur du BTP, et puis de l'argent que mettent aussi les individus, les particuliers. Donc on voit bien dans ce type d'exemple que quand même il faut que tout le monde s'y mette. Et de l'information et de la sensibilisation pour savoir le comment faire, parce qu'un des sujets aussi des rénovations que tu évoques, c'est le fait de dire qu'on se sent seul, a priori, on n'est pas accompagné et que heureusement il y a des associations et des choses, alors oui, financées en partie par du public, je pense à l'ASDER dans le coin, qui elle va pouvoir accompagner les individus pour pouvoir faire des choses. Non, mais ça, c'est un sujet qui est central. C'est-à-dire que le problème de la transition, c'est qu'on n'y comprend rien. La rénovation des bâtiments, c'est l'exemple type. Même les gens qui veulent rénover leur logement et qui sont de bonne foi et qui se disent « j'aimerais bien le faire », en fait, recul devant les problèmes administratifs, la paperasse, le nombre d'entreprises à solliciter, voilà, c'est trop compliqué. Sur la mobilité, on y pense rarement, mais c'est aussi la même chose. On a besoin en fait d'être accompagné pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans sa ville. Si en fait on construit des pistes cyclables sur mon chemin pour aller au boulot, peut-être que je vais investir dans un vélo électrique qui coûte un peu cher, mais que du coup je pourrais utiliser tous les jours. Donc voilà, dans le livre, à la fin, un peu par exercice intellectuel, je fais une liste de propositions qui sont issues des discussions du podcast, et parmi elles, il y a l'idée d'un service public de l'urgence climatique, essentiellement à cause de l'acronyme, parce que ça fait SPUC, et je trouvais que c'était sympa, mais avec l'idée de dire, en fait, on a besoin d'une sorte d'agence publique qui accompagne les gens, qui va les voir et qui leur dit, en fait, on va vous aider à rénover votre maison, on va vous conseiller sur le choix des matériaux, et avec l'idée derrière que ça aussi permette de créer un certain nombre d'emplois dans les métiers de la transition, qui sont des emplois dont on a besoin et où on ne trouve pas toujours aujourd'hui les compétences nécessaires.
Bon, allez, on prend encore une question là-dessus. Voilà, le monsieur qui est là. Et bien sûr, nous n'aurons pas le temps de faire 4 points, nous en ferons 3. Est-ce que les dames ont le droit de poser des questions ou c'est que les messieurs? Alors, c'est plus qu'autorisé, c'est vivement conseillé. D'ailleurs, maintenant, on sélectionne, c'est ça? Bonsoir. Que ce soit sur le sujet de faut-il faire payer les riches ou sur le sujet de l'agriculture, j'entends beaucoup ce soir de il faut, à titre individuel ou à titre collectif. Et je voulais vous demander, vous qui avez beaucoup bossé le sujet, est-ce que vous savez si notre mode de gouvernance, notre mode de décision dans les pays riches, en gros nos démocraties, sont adaptés à l'urgence? Vous êtes là jusqu'à quelle heure? C'est pas sympa ce que vous venez de faire, monsieur. Non, mais en fait, il se trouve qu'il y a dans le bouquin la retranscription d'un épisode que j'ai fait, dans lequel j'ai beaucoup appris avec une chercheuse qui s'appelle Hélène Landemort, qui est française mais qui vit aux États-Unis et qui a beaucoup bossé sur la Convention citoyenne pour le climat. Et moi, je partais un peu de l'idée que la Convention citoyenne pour le climat, donc vous vous rappelez, c'était 150 citoyennes et citoyens qui ont été réunis justement dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes en disant, bah voilà, trouvez-nous des solutions là pour décarboner la France. Moi, je vivais un peu avec l'idée que la Convention citoyenne pour le climat, c'était plutôt un échec. C'était pas terrible parce que beaucoup des propositions qui avaient été faites ont été détricotées et tout. Et dans la conversation avec elle, ça m'a fait un peu changer d'avis parce qu'elle disait, bah, en fait, regardez, on prend 150 personnes qui viennent d'horizons différents, de milieux sociaux différents, de zones géographiques différentes. On les fait travailler ensemble. Ils travaillent justement, voilà, c'est sérieux. Et ben en fait, ils arrivent à des propositions qui sont d'abord relativement réalistes, assez consensuelles, et qui en fait ne font dresser les cheveux sur la tête de personne, à part baisser la vitesse sur les autoroutes. Et donc ça, je trouvais que c'était intéressant de dire, bon, bah en fait, peut-être que dans ce modèle-là, il y a quelque chose qui doit venir compléter notre fonctionnement démocratique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et je pense que c'est le fond de votre question, qui je pense est très juste, il y a une difficulté. Voilà, ça c'est bien résumé par l'économiste Christian Gaulier. Il dit le problème du changement climatique, c'est que les coûts sont pour maintenant et les bénéfices sont pour plus tard. Et donc d'un point de vue politique, ça se traduit par pourquoi je vais me faire embêter maintenant, faire des mesures qui vont embêter, enquiquiner tout le monde à devoir changer leur chaudière fuel, leur chaudière à gaz, changer de véhicule, changer de boulot, changer de je sais pas quoi, pour un bénéfice immédiat de zéro. Tout ça pour qu'en 2050, quelqu'un d'autre en recueille le fruit politiquement. C'est sûr que notre démocratie représentative ne fonctionne pas comme ça. Et donc, je pense qu'effectivement, ça fait partie des sujets qui sont abordés notamment à la fin du bouquin sur ce qu'il est possible de faire, que sur un certain nombre de sujets, en fait, cette idée de convention citoyenne, on peut appeler ça comme on veut, ou en tout cas de peut-être d'institutions qui soient plus permanentes et qui peuvent être aussi au niveau local, par exemple. Je parlais tout à l'heure de cette sécurité sociale de l'alimentation, ben c'est un peu le même type de démarche, de dire bon, ben on prend des gens, on les met autour de la table et puis ils essaient de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, mais il faut par contre franchir la marche où les consensus qui sont trouvés là puissent être appliqués dans la vraie vie et pas juste à la fin dans un rapport qui finit à moitié jeté à la poubelle. Donc oui, évidemment, la question démocratique, elle est centrale, parce qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes le montre bien, ce qui se passe avec les agriculteurs le montre bien. Quand les gens ont l'impression que ces décisions sont prises contre leurs intérêts, contre leur vie d'aujourd'hui, évidemment, ils disent allez vous faire voir, moi je ne vais pas appliquer des trucs qui vont nuire à la manière dont je vis aujourd'hui. Donc il y a besoin d'accompagnement et il y a besoin de débats démocratiques et probablement il y a besoin aussi d'aménagement de ces institutions. Là où c'est difficile, c'est qu'en fait, transformer des institutions comme par exemple la Ve République en France, en fait c'est long, c'est compliqué, c'est pas consensuel et donc ça fait rentrer aussi dans une nouvelle phase de discussion qui risque de nous amener dans plusieurs années. Donc il y a aussi un équilibre à trouver sur comment on fait pour amender peut-être le système tel qu'il est aujourd'hui, mais tout en nous permettant quand même de décider un certain nombre de choses. C'est pas facile. Merci. On passe à la 3. C'est bientôt fini. Oui. Comment rompre avec les énergies fossiles? C'est vrai ça. À toi. Alors, c'est mon sujet préféré. C'est vrai? Moi, j'ai bossé sur le secteur de l'énergie, donc évidemment, ça m'intéresse beaucoup. En fait, moi, j'ai pris conscience du problème quand j'ai commencé à bosser sur le secteur de l'énergie au monde. J'étais journaliste, j'aimais bien les questions énergétiques et climatiques, mais honnêtement, j'étais pas très fort en physique-chimie, donc ça me disait pas grand-chose. Et puis, en commençant à bosser dessus, quasiment la première semaine, je vois qu'en fait, 80% de l'énergie qu'on utilise dans le monde, c'est des énergies fossiles. Du pétrole, du gaz et du charbon, massivement du charbon.
Nous, on a tendance à penser que le charbon, c'est un truc du 19e siècle, mais en fait, c'est une des énergies les plus utilisées aujourd'hui dans le monde, en Chine, mais aussi dans toute l'Asie du Sud-Est, y compris encore aux États-Unis et dans un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, la Pologne, qui produisent beaucoup d'électricité avec du charbon. Mais en me rendant compte que 80% de l'énergie dans le monde, en fait, c'était des énergies fossiles, j'ai tourné la page, et puis dans le document que je lisais, il y avait le même graphique dans les années 70, et dans les années 80, à chaque fois c'était pareil. Ça fait 30 ans, 40 ans que 80% de l'énergie utilisée dans le monde, c'est des énergies fossiles. C'est du pétrole, du gaz, du charbon. Et c'est la combustion de ces énergies fossiles qui est la cause principale du changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, de transition, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas suffisamment. Ça veut dire qu'on consomme beaucoup plus d'énergie au global, mais qu'on continue de consommer la même proportion d'énergie fossile. Et donc ça, c'est une vraie difficulté parce que en fait, ces énergies fossiles, elles ont accompagné aussi le fait qu'on est plus nombreux, qu'on a plus de besoins, qu'on se chauffe plus, qu'on utilise plus d'électricité. Voilà. Et donc, dénouer ça, c'est le nœud principal de la transition. Baisser notre consommation d'énergie fossile, c'est le point qui est le plus difficile. Si vous vous intéressez au sujet, il y a un livre qui est sorti il y a 10 jours, qui s'appelle Sans transition, qui est une histoire de l'énergie écrite par un historien qui s'appelle Jean-Baptiste Fressoz, dans lequel il raconte merveilleusement ça, c'est-à-dire que en fait, tout ce qu'on a fait depuis le bois, le charbon, le gaz, le pétrole et maintenant les énergies renouvelables, c'est qu'on additionne les énergies. Et donc, j'ai fait un épisode avec une chercheuse qui s'appelle Céline Guivarch, qui a participé au dernier rapport du GIEC, et notamment au dernier volet du rapport du GIEC, qui se pose la question des solutions ou des pistes possibles. Et donc, la question, c'est de dire, ok, super, on est en galère, comment on fait, quoi? Donc, évidemment, tout ça est très compliqué, mais j'en ai retenu 3 étapes. La première des étapes, c'est de dire, en fait, il faut arrêter de faire ce qui nous fait du mal, c'est-à-dire, il faut arrêter la production d'énergie fossile. Alors ça a l'air facile à dire, mais en fait, ça veut dire arrêter d'investir dans des infrastructures d'énergie fossile. Un nouveau site pétrolier ou gazier dans lequel on investit aujourd'hui, il va produire pendant 20 ans, pendant 25 ans, peut-être pendant 30 ans. Ça nous amène en 2050. Et pendant tout ce temps, il va émettre du gaz à effet de serre, et donc ça va contribuer à aggraver le changement climatique. Une autoroute qu'on construit aujourd'hui, en fait, c'est une autoroute sur laquelle vont circuler des voitures qui vont émettre des gaz à effet de serre. Donc en fait, les investissements qu'on fait aujourd'hui, ils déterminent notre situation de demain. Et donc la première chose à faire, c'est arrêter d'investir dans le fossile. Bon, on n'y est pas tout à fait, hein. La deuxième chose, c'est de baisser notre consommation d'énergie en général. Parce que ce que montrent toutes les trajectoires, c'est qu'en fait, si on veut sortir des énergies fossiles, en fait, on ne peut pas remplacer pièce pour pièce tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques, toutes les centrales à charbon et à gaz par des éoliennes et des panneaux solaires. Ça ne marche pas. Il faut qu'on consomme moins. Et ceux qui doivent consommer moins en premier lieu, c'est ceux qui aujourd'hui consomment le plus. Donc c'est beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire c'est les pays du Nord, c'est les Européens, c'est les Américains, et de plus en plus ce sont désormais les Chinois. Mais ce n'est pas les Pakistanais ou les Centrafricains, c'est ceux qui vivent aujourd'hui dans des économies développées et qui ont des niveaux de consommation d'énergie qui sont très importants. C'est pour ça, entre parenthèses, que des sujets comme la rénovation des bâtiments, c'est très important parce qu'en fait, ça nous permet tout simplement de consommer moins d'énergie alors qu'on vit au même endroit et que probablement ça nous coûte aussi moins cher. Et puis le troisième sujet, donc vous vous rappelez, il y a arrêter les énergies fossiles. Le deuxième, c'est consommer moins d'énergie, mais en réalité, ça veut dire consommer moins de tout en général. Et puis 3, ensuite, c'est utiliser les technologies qu'on a à notre disposition qui nous permettent de se substituer aux énergies fossiles, les énergies renouvelables, principalement l'éolien et le solaire, et les batteries pour stocker de l'électricité. Et c'est globalement l'électrification d'un certain nombre d'usages, c'est-à-dire essayer de passer d'usages dans lesquels on utilisait plutôt du pétrole, du gaz et du charbon, par exemple sous leur forme brute, par exemple pour produire de l'acier, et d'électrifier un certain nombre de processus où cette électricité pourra être produite à partir d'énergies renouvelables. Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire pour ça? La réponse est non. Est-ce que c'est possible d'y arriver? La réponse est c'est peut-être possible. C'est peut-être possible parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour la première fois ces dernières années, on voit que développer massivement l'énergie solaire, par exemple, c'est possible. C'est pas cher, ça marche, c'est possible de le faire dans les pays du Nord, c'est possible, et ça se voit aussi de le faire dans les pays du Sud, y compris pour l'accès à l'énergie pour des gens qui n'avaient pas d'accès à l'électricité pour l'instant. Et ça permet de manière très rapide
de diminuer l'usage des centrales à charbon et des centrales à gaz. Puisque tant que les panneaux solaires produisent, eh ben, on n'a pas besoin d'allumer la centrale à charbon et donc on l'allume le soir quand il n'y a plus de soleil. Voilà. Je caricature un tout petit peu, mais on voit que la Chine, par exemple, continue de développer beaucoup de charbon, mais comme ils ont beaucoup de solaire, eh ben, leur centrale à charbon commence à moins tourner. Donc il y a des petits signes d'espoir auxquels il faut se raccrocher, c'est important. Voilà. À vos questions, puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes, une info, je pense que Céline Guivarch est invitée aussi à Livre en Marche, tu me confirmes? Ah d'accord, bah voilà. Des questions sur les énergies fossiles? Monsieur ici. On n'a pas dit que c'était des dames? Ah ouais, nickel. Bonjour. Moi, je veux bien passer le micro à une dame. Oui, alors, dans tout ce que vous dites, il y a des choses qu'on savait inquiétantes et qui le demeurent. Il y a quelques notes d'espoir, mais un peu ténues. Alors moi, j'amène une petite note de désespoir pour en rajouter un peu. Je ne sais pas si on en avait besoin, si. Ben, moi, il y a un truc qui m'a pas mal interpellé, c'est que à propos de la rénovation énergétique dans les bâtiments, on se dit, ça c'est une clé formidable d'économie d'énergie, enfin, c'est vertueux à tout point de vue. Et en réalité, j'ai lu un article, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui dit, eh ben non, on fait des travaux importants, on rénove le logement, il est performant, et les gens changent leurs normes de confort, augmentent considérablement la température du logement, et le bilan énergétique reste malheureusement le même. Et ça, j'ai trouvé ça assez désespérant. Alors, j'espère que vous allez mettre une note d'espoir dans tout ça pour qu'on parte en forme tout de même. Hein. Merci. Alors, oui, ce que vous dites, et vous le savez certainement, ça s'appelle l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on fait des économies d'énergie et tout ce qu'on a comme économie d'énergie, ben, on le remet pour utiliser plus d'énergie. L'exemple type de ça, c'est le transport aérien. En fait, depuis des années, les avions, les compagnies aériennes, mais surtout les constructeurs du secteur aéronautique ont fait beaucoup d'efforts pour que les avions ils consomment moins de pétrole. Pas pour la planète, mais parce que ça leur coûtait moins cher. Sauf que du coup, bah, ça a permis quoi? Ça a permis à beaucoup plus d'avions de voler, ça a permis au prix de baisser, ça a permis l'émergence du low cost. Et donc, bah, du coup, tout ce qu'on a gagné comme efficacité énergétique dans le secteur aérien, on l'a remis dans le fait qu'on fait voler plus d'avions. Donc oui, c'est un problème, l'effet rebond. Sur le logement, je vois très bien l'article auquel vous faites référence, parce que c'est un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est un tout petit peu plus mesuré que ça. C'est-à-dire que ce que ça met en lumière, c'est d'abord que le fameux DPE, ce qui est censé nous dire dans quelle catégorie énergétique se situe notre logement, c'est assez pourri. Et donc, il y a un certain nombre de DPE qui sont faits, y compris après travaux, et qui ne sont pas très fiables, y compris ceux qui sont faits avant travaux. Je ne sais pas si ça a concerné un certain nombre d'entre vous, mais donc voilà, il y a quand même vraiment là un problème de mécanisme. Et puis, la difficulté, c'est qu'il faut là aussi différencier les modes de vie des gens. Qu'un certain nombre de gens qui aujourd'hui vivent dans des passoires thermiques, dans lesquelles se chauffer coûte extrêmement cher, et qui vivent dans des conditions de froid, et ben, le jour où c'est mieux isolé chez eux, ben, ils chauffent plus. Bon, ben, moi, en fait, ça ne me choque pas. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, si ça permet à des gens de vivre correctement, bon, ben, c'est tant mieux. La difficulté, c'est plutôt de dire, bon, comment on trouve un bon équilibre une fois qu'on a vraiment rénové les logements. Moi, je pense que cette étude-là, elle a encore pas mal de failles et il y a pas mal de voix critiques qui sont élevées en disant attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que évidemment il y a des effets rebonds qui existent. Pour autant, au global, on sait que l'effet des rénovations énergétiques, il est bon. Quand c'est bien fait, quand un logement est bien rénové, quand on a changé les fenêtres, quand on a fait de l'isolation intérieure-extérieure, quand on a changé le mode de chauffage, évidemment ça coûte de l'argent, hein, bien sûr, et la question encore une fois c'est qui paye. Normalement, on baisse la consommation d'énergie. Ça, c'est quand même démontré de manière qui est assez... c'est difficile à contester. Qu'il y ait un certain nombre de cas dans lesquels il y a un effet rebond, ça c'est certain et ça arrivera de toute façon. Mais d'une certaine manière, comme je disais, le problème c'est qu'aujourd'hui, des rénovations complètes, on en fait 60 000 par an, on devrait en faire 600 000. Si dans les 600 000 par an, il y a 50 000 logements dans lesquels il y a une consommation d'énergie qui reste similaire, ça c'est pas grave, je suis d'accord. Une autre question? J'ai pas vu en fait. Ah non, une dame. Ah. Bon, pour la question concerne l'électrification. Vous avez parlé comme si c'était une très bonne chose, mais
les batteries, elles sont faites avec lithium. Il paraît que c'est très mauvais pour la planète. Mais voilà, est-ce que vous pouvez développer ça? Merci. Alors c'est un sujet qui est très important, qui est celui de la production de véhicules électriques et notamment des batteries, de la manière dont on les produit et des métaux qu'on utilise pour les produire. Je fais juste une parenthèse. On reçoit d'ici la fin de l'année aussi Aurélien Bigot qui parlera de cette partie sur les voitures. Et que Aurélien Bigot, qui est un chercheur spécialiste du transport, qui est aussi un des invités de Chaleur Humaine et qui est aussi dans le livre, et qui est un très bon connaisseur de la décarbonation des transports. D'une certaine manière, oui, le véhicule électrique, c'est pas parfait et sa production a évidemment un impact. Une mine de lithium, c'est une mine, et une mine propre, qu'elle soit où qu'elle soit dans le monde d'ailleurs, ça n'existe pas. Là où il faut quand même voir les ordres de grandeur, c'est que ce qu'on utilise aujourd'hui en matériaux et les mines, ce qu'elles produisent aujourd'hui pour l'écosystème fossile, c'est-à-dire l'industrie pétro-gazière, les voitures thermiques, etc., c'est 150 fois plus que ce dont on a besoin pour les véhicules électriques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important d'arrêter le fossile et ensuite de réfléchir aux solutions qu'on utilise. Parce que si on a en même temps, on ajoute des tas de véhicules électriques à tous les véhicules thermiques qui circulent aujourd'hui, c'est sûr que ça ne suffit pas. Et là, on aura des impacts environnementaux qui ne seront pas bons. Par ailleurs, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui travaillent sur la manière dont sont faites les batteries et sur le fait de minimiser le nombre de métaux qu'on peut utiliser. Donc on a quand même bon espoir que ça aille plutôt dans la bonne direction, si et seulement si on s'oriente vers des véhicules qui sont plus légers et avec des batteries qui sont le plus durables possible. Donc on commence maintenant à savoir recycler les batteries, par exemple, parce qu'il y a quelques années, on ne savait pas faire. Il y a encore un parc de batteries au niveau mondial qui n'est pas complètement suffisant pour pouvoir recycler de manière massive, mais ça aussi, on a bon espoir que ça puisse se faire. Le sujet, c'est plutôt de dire, il y a beaucoup de situations de mobilité dans lesquelles on doit pouvoir faire sans voiture. Mais il y a plein de situations dans lesquelles on n'a pas le choix et on a besoin d'une voiture. Et donc demain, ces situations-là, il vaut mieux qu'elles soient faites avec un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule thermique. Et donc c'est plutôt ce raisonnement-là, plutôt que de dire « Ah, il faut systématiquement remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques », parce que ça, effectivement, ça risque de conduire aux dérives que vous mentionnez très justement. Monsieur ? On n'a pas parlé du nucléaire. C'est vrai, ça ? Il reste 3 minutes 55. Alors, il y a en France, c'est vrai, 70% de notre électricité est produite à partir de centrales nucléaires. Et donc, la raison pour laquelle je n'ai pas parlé du nucléaire volontairement, c'est qu'en France, très souvent, le débat il se cristallise autour de cette question-là. Et je trouve que c'est un peu trompeur parce qu'en réalité, le nucléaire, il est 70% de notre électricité, mais dans notre consommation d'énergie au global, en réalité, il pèse beaucoup moins puisque les énergies qu'on utilise le plus, c'est d'abord du pétrole pour se déplacer, du gaz pour se chauffer, et donc l'électricité, dedans, 25% seulement de notre consommation d'énergie. Ça ne veut pas dire que le nucléaire, c'est pas important, mais c'est pour replacer un peu les ordres de grandeur. En fait, il y a dans le livre un entretien avec un monsieur qui s'appelle Thomas Vérinck et qui travaille au réseau de transport d'électricité et qui a été chargé de faire des scénarios qui s'appellent Futurs énergétiques, qui ont été beaucoup discutés dans la dernière présidentielle et qui essayent d'imaginer plusieurs scénarios dans lesquels on fait pas de nucléaire, un peu de nucléaire, beaucoup de nucléaire, que des renouvelables, voilà. Et donc il explique un peu les différents chemins qui sont possibles par lesquels passer. Et donc grosso modo, moi ce que j'en ai retenu, c'est que tout est compliqué. C'est-à-dire ne pas... Aujourd'hui, notre parc nucléaire, il est vieillissant et il va arriver à la fin de sa vie, peut-être autour de 2045, 2050. C'est-à-dire la quasi-totalité des réacteurs aujourd'hui, à l'exception de l'EPR de Flamanville quand il aura démarré, en fait, voilà, il va finir par démarrer un jour. Ne pourront plus, pas pour des raisons politiques ou écologiques, mais ne pourront plus fonctionner tout simplement parce qu'ils seront au bout de leur vie et que c'est des installations industrielles, ça ne dure pas toute la vie. Et donc, de toute façon, pour qu'on ait de l'électricité massivement en 2050 et qu'elle soit décarbonée, il n'y a que deux solutions. Soit on fait beaucoup d'énergie renouvelable, beaucoup, soit on fait beaucoup d'énergie renouvelable et du nucléaire en plus. Mais de toute façon, ce qu'il faut d'abord faire, c'est massivement de l'éolien et du solaire. Pourquoi ? Parce que ça, on peut le déployer beaucoup plus rapidement. Les décisions qui ont été annoncées par Emmanuel Macron ces dernières années de dire on va construire des nouveaux réacteurs nucléaires, au mieux, le premier de ces nouveaux réacteurs arrivera sur le réseau
en 2035 si tout va bien, plus probablement autour de 2038-2040. Vous voyez qu'on est quand même déjà assez proche de l'échéance de 2050. Donc il y a une difficulté pour le nucléaire, au-delà des considérations environnementales, il y a une difficulté industrielle qui est qu'on ne va pas avoir des nouveaux réacteurs nucléaires tout de suite. Ensuite, il y a un débat qui existe sur qu'est-ce que ça implique d'avoir un réseau 100% renouvelable. Ça implique une baisse importante de la consommation d'énergie, parce que ça veut dire qu'on doit utiliser moins d'énergie, parce qu'on ne pourra pas produire autant avec les compétences et les connaissances que l'on a aujourd'hui, même en ayant beaucoup de parcs éoliens en mer, même en émettant du solaire partout. Voilà. Donc ça implique de baisser beaucoup la consommation d'énergie. Qu'est-ce que ça implique de faire du nucléaire ? Ça implique de faire un pari industriel sur lequel aujourd'hui on a beaucoup moins de certitudes qu'avant. Celles et ceux qui sont un peu plus âgés que moi se rappellent que dans les années 80, il y a des années où on mettait sur le réseau 8 réacteurs par an. Là, il y a un réacteur qui est en construction depuis 2007. C'est ce fameux EPR de Flamanville. On est en 2024 et il n'est toujours pas opérationnel. Donc il y a une vraie interrogation aussi sur la capacité de la filière nucléaire à faire. Et donc là, il y a un sujet qui n'est pas facile pour les pouvoirs publics, parce qu'il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Voilà, il faut pouvoir diversifier les énergies renouvelables sur lesquelles on s'appuie. Ici, dans la région, il y en a une qui est très utilisée, qui est l'énergie hydroélectrique et qui peut être encore un peu développée. Il y a l'éolien, il y a le solaire, il y a l'éolien en mer, il y a les gaz verts, par exemple, qui peuvent aussi être développés. Voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Et donc, il faut, d'une certaine manière, faire feu de tout bois. Il y a un argument des gens qui défendent le nucléaire qui est de dire justement, s'il faut faire feu de tout bois, il faut utiliser le nucléaire parce qu'on utilise tout ce qu'on a. Et les gens qui n'aiment pas le nucléaire disent oui, mais justement, c'est un pari hyper hasardeux puisqu'on n'est même pas sûr de pouvoir en avoir, même en 2040. Donc pourquoi s'embêter avec ça ? Je vous laisse avec ces éléments du débat et si vous voulez, on peut boire un coup après et en parler. Pour finir, 2 questions, plutôt reprendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'on trouve à la fois dans le livre et à la fois dans le podcast. Donc le livre Chaleur humaine, 18 réponses à la menace climatique, aux éditions Le Seuil et avec Le Monde. Vous le retrouvez, donc il y a la librairie Garien qui est là si vous souhaitez l'acheter. Quel est l'épisode qui t'a le plus impacté ? Je dirais que j'ai été assez bousculé par l'épisode sur les petits gestes. Donc avec une sociologue qui s'appelle Sophie Dubuisson-Kellier et qui, elle, bouscule beaucoup l'idée que en fait, faire des petits gestes, c'est très important. Et comme elle m'a pris un peu à rebrousse-poil en me disant « vous, les journalistes, vous m'invitez tout le temps pour parler de la consommation engagée, mais en fait, moi, je pense que l'injonction aux petits gestes, elle est contre-productive parce qu'on nous fait croire qu'on bouge beaucoup de choses alors qu'en fait, on bouge rien. Et ce qu'il faut changer, c'est les structures de production et de consommation. En gros, je vous la fais courte. Et donc, en fait, ça m'a un peu déstabilisé parce que moi, j'étais un peu sur d'accord, mais quel petit geste compte, quel petit geste compte pas. Et elle m'a mis un peu une grosse claque en me disant « bon, voilà ». Et puis, malgré tout, l'épisode sur les glaciers avec Heidi Sevestre, qui est venu déjà ici, je crois. À Livre-en-Marche. Voilà, à Livre-en-Marche. Malgré tout, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup de leviers sur des choses qu'on peut bouger. La fonte des glaciers, on voit bien que même si on faisait tous les efforts aujourd'hui, en fait, il y a quand même un certain nombre de glaciers, un nombre très important de glaciers dont on sait qu'ils sont déjà perdus. Et donc ça, je dois dire que c'est pas le truc qui m'a le plus rassuré. Merci Nabil Wakim. Merci beaucoup.